Alors, pourquoi est-ce que c'est en deux temps? C'est parce que je ne fais pas de petit PowerPoint, mais nous allons regarder quelque chose qui normalement parle à tout le monde, puisque nous avons à peu près tous connu cette grande société de consolation qui consiste à consommer des choses pour avoir du plaisir. Et puisque nous allons parler de bonheur, la prochaine fois, je parlerai du pop art anglais et du travail de Eva Illouz, qui est une sociologue dont j'ai mis un petit extrait avant que ça ne commence, qui s'intéresse à ces sujets-là. J'irai un peu plus loin la prochaine fois, mais on le voit dans deux livres qui sont assez faciles à lire. Je ne suis pas absolument fan, mais ça me permet, quand je parle de philo, puisque je viens aussi de la philosophie, de mettre des interviews où les gens parlent, c'est plus sympa que de lire. Comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies, c'est-à-dire comment on a glissé, c'est ça que je vais regarder aujourd'hui et la prochaine fois, avec le pop art américain, ce qui est un pop art anglais d'abord. Donc ça me permet de vous faire découvrir des artistes que vous ne connaissez pas, ou d'aller plus loin. Le pop art américain va s'intéresser à cette consommation, à cette espèce de plaisir d'acheter des objets et de se retrouver dans eux. Et ça va nous amener jusqu'à un artiste contemporain qui s'appelle Jeff Koons, qui va jouer avec ce côté superficiel en fait. Parce que les objets dont on parle, le bonheur qu'on achète n'est qu'en surface. Il passe par des objets. Donc Eva Illouz a écrit un petit glissement qui va vous rappeler votre jeunesse, c'est que comment par exemple le Club Med s'est inventé, comment cette industrie du bonheur où tu vas, il n'y a plus d'argent, il n'y a que des potes, tu as une activité complètement libre, et ce qu'on te vend c'est une ambiance. Donc comment ça s'est fabriqué, ça c'est dans Apicratie, et la marchandise émotionnelle qui correspond à ce que je vous raconte là, c'est-à-dire comment petit à petit les coachs personnels, ça c'est plutôt les années 80-90, c'est pour ça que je vais en parler la prochaine fois, comment il y a une espèce d'injonction de notre société, il faut être heureux. Si vous n'allez pas sur Instagram, je vous raconte, il n'y a que des gens cool. Voilà, c'est assez rare que tu mettes une photo parce que ta mère t'a dit de ranger ta chambre ou parce que tu as vomi la veille. Oui. Donc l'héroïsation de notre moi se retrouve dans cet échange continuel de bonheur. J'éteins et puis vous pourrez dormir plus tranquille. Et donc le petit plan en question se retrouve sous cette forme de dossier que voilà. Les objets design, je vais vous parler d'un artiste du pop art américain qui s'appelle Oldenburg, qui fait plutôt des sculptures. Et puis j'irai sur la philosophie d'Andy Warhol, parce que c'est plus connu, ça me permet de remontrer un peu ce qu'il fait, mais aussi d'aller un peu plus loin sur cet amour de l'argent. Voilà, dans son livre, c'est ouvertement fait. Il trouve ça cool que ça permet de ne pas penser non plus. Parce que penser, c'est compliqué. Et c'est ça qui est merveilleux avec Warhol, c'est que c'est à la fois de l'ironie, une sorte de cynisme, et en même temps, il aime l'argent vraiment. Une façon de concevoir le rapport à la consommation qui est totalement américain et qui est très étranger pour nous. On a tendance bon, l'époque actuelle fait que parler des États-Unis est un peu biaisé, même si l'argent est au cœur de la logique actuelle. C'est qu'on a tendance à les mépriser parce que nous, on aurait plus de fond. Vous voyez, on a toujours un rapport à la littérature, à l'écrit. Et donc, représenter des images de bonheur avec une petite jeune fille qui sort d'un magazine d'une bande dessinée et qui dit à Jeff qu'elle l'aime, voilà tout ce côté superficiel qu'on connaît si on s'est assoupi doucement devant Santa Barbara juste après le déjeuner. Voilà, toutes ces espèces de mélos, on les méprise assez. Alors qu'en fait, il raconte quelque chose de la possibilité de se projeter dans des objets, on va dire ça comme ça. Et je vous montrerai un petit extrait d'un livre sur le mou en sculpture. Ça va avec ça, c'est-à-dire le mou, c'est pas forcément sans intérêt. Et puis on parlera d'un troisième artiste du pop art américain qui s'appelle Lichtenstein, et Wasserman si on a le temps, et Koons on n'aura pas le temps. Voilà. Le début est un petit retour en arrière pour vous, dans la société de la suite de la guerre mondiale deuxième, qui nous permet de vivre des jours heureux, happy days. C'est pour ça que je suis venu avec une banane, j'ai essayé à chaque fois d'avoir une espèce de thématique. Elle est dans ma voiture. Voilà, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que quand j'emploie cette formule, on croit que c'est exagéré, mais à la suite de la Seconde Guerre mondiale, on invente les adolescents. C'est-à-dire ça n'existait pas avant, sociologiquement. Avant, c'était peut-être votre cas, jusqu'à 21 ans, tu avais un grand short et tu prenais une claque derrière les oreilles si tu répondais. On a l'abaissement en France
de l'âge de la majorité. C'est des questions sur le rapport à la jeunesse, elles sont continues. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui réfléchissent, j'en parlais avec les étudiants, de mettre le droit de vote à 16 ans. Et donc, évidemment, il y a toujours des gens qui sont trop cons pour voter à 16 ans, et puis d'autres qui disent, oui, s'ils sont politisés, ça permettrait justement qu'ils s'intéressent au groupe. Voilà, comment l'âge et le statut des enfants et des adolescents a changé, ça, c'est très important dans ces années-là. Et pour une raison qui est tout à fait américaine, c'est qu'ils ont du fric. Et qu'ils vont pouvoir acheter des choses. Alors, c'est pas un déterminant, on n'a pas inventé le rock'n'roll et le statut des teenagers pour cette occasion-là, mais s'il y a un marché qui se crée et qu'ils ont la possibilité d'investir dans des fringues, dans des voitures, dans des films, évidemment, cette joie de vivre peut nous rendre un peu nostalgiques. J'ai hésité, ce maillot, je l'aime, je rentre plus dedans. Oui, mais c'est comme ça que le public revient. Ou pas, d'ailleurs. Voilà, cette société de consommation, c'est pour ça que j'ai fait un jeu de mots avec consolation, c'est pas moi qui l'ai inventé, va faire que toute la vie a l'air sans heurts. Vous vous doutez bien qu'il y a continuellement des choses qui sont masquées, puisque en fait, cette richesse n'est pas partagée par tout le monde. Les statuts des citoyens américains, si vous êtes noir, ben, c'est quand même un peu pas le même. Hein. Enfin, c'est pas du tout le même. Les Black Panthers, c'est dans la fin des années 60, hein, c'est-à-dire des Noirs américains disent, puisqu'on nous dit qu'on va aller se faire zigouiller pour le Vietnam, on se dit, bah, tiens, on n'a qu'à intérêt à se faire zigouiller ici, puisque au moins on aura des droits. Voilà. Il n'y a personne qui peut contester cette logique-là. Donc cette société, elle est emballée en fait. Et elle se retrouve dans l'invention du marketing qui date des années 30 et qui va se développer dans les années 50 par un grand homme du marketing dont je parlerai la prochaine fois, qui s'appelle Edward Bernays, qui invente par exemple le petit déjeuner américain, c'est-à-dire une espèce de joie de vivre qui fait qu'on aurait un petit peu de profusion avec beaucoup de choses dont on ne se passe jamais. Voilà, vous avez des petits paniers pour faire des hot dogs, et puis ces merveilles d'architecture qu'un architecte et sa femme Venturi ont étudié, c'est-à-dire c'est un livre qui a eu une place très importante qui s'appelle Learning from Las Vegas. Il se balade à Las Vegas. Las Vegas, c'est une rue. Hein, et c'est le désert de chaque côté. Donc, quand il n'y aura plus d'électricité et d'eau, Las Vegas et Dubaï, c'est mort. C'est une question de décennies. C'est vraiment dans le désert. Il fait très très chaud quand on y est. Et en même temps, c'est la ville du fun, en fait. On fait ce qu'on veut. Ce que Scott et Venturi ont analysé, c'est que finalement, l'architecture est en train de se transformer, elle devient un système publicitaire lui-même. C'est-à-dire que la boîte qui vend les donuts, c'est une petite boîte rectangle, mais finalement l'architecture c'est ça. Et alors c'est pas une provocation, ils disent tiens, et si c'était ça l'architecture, l'architecture va devenir une sorte de signal pour être vue par le monde extérieur. Si on prend des exemples, je sais pas, la cathédrale d'Évry, voilà, c'est un signal, c'est assez normal que les architectures aient créé des signaux pour le monde, mais par contre, que ça soit dédié au commerce, ou que ça soit sous forme de panneaux qui sont dédiés à la conduite en voiture, c'est-à-dire tout ce monde-là s'organise autour de la voiture et de la facilité de la voiture. Les deux architectes Venturi et Scott s'intéressent à ça et l'analysent en fait. Voilà, la société des centres commerciaux va avec la société de loisirs et de Monsieur Disney, qui fabrique une architecture. Bon, j'y vais un peu fort pour ceux qui me connaissent pas, parce que j'ai beaucoup dessiné les scènes. C'est pas une blague, hein, c'est la mairie des Temples. C'est-à-dire, c'est le style mélangé du 19e siècle. C'est-à-dire, on appelle ça éclectique pour faire sympa. Il y a des petits toits des mansardes façon château, des petits clins d'œil au médiéval, des petites choses qui viennent de la Renaissance, voilà, c'est tout mélangé. C'est un peu rassurant. Et c'est peut-être votre cas, j'espère que vous n'aurez pas l'occasion de le dire, mais évidemment c'était mieux avant puisqu'il n'y a pas de c'est tout à fait facile en fait. C'est un système où on a juste à goûter des nouvelles choses, où il n'y a pas de petit système de limite en fait, c'est une vie aussi où il y a peu de chômage. Hein. C'est-à-dire qu'on peut changer, découvrir des choses nouvelles, et puis cette nouveauté va être un continuel nourriture pour les consommateurs et les artistes. Et voilà à quoi ressemble le pop art anglais.
C'est-à-dire c'est des collages à partir de magazines qui découpent des petits sujets, que ce soit des boîtes de thon, des dames, des petits symboles de dessins animés, et puis ils les assemblent. Alors ce qui est assez nouveau quand les artistes font ça, c'est que c'est plus eux les auteurs en fait. Ça a l'air d'être un glissement, mais il est très important dans cette après-guerre. Voilà, quand je fais du collage, c'est pas moi qui ai fait les photos. Je n'ai même pas les droits sur les photos. C'est une question annexe pour Warhol, mais en fait, et encore plus pour Jeff Koons, il y a plein de choses qu'il ne pourrait plus faire aujourd'hui, puisqu'il prend quelque chose qui existe déjà. Mais c'est le même principe que cette consommation, c'est-à-dire on va prendre des choses et puis on va les assembler. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il s'appuie sur des repères que le spectateur va comprendre et connaître. Ça, c'est pour faire de la publicité, je donne un cours de collage et de carnet de voyage. Le lundi à 15h. C'est pas cher. Tout le monde a eu des petites choses comme ça, j'espère. D'ailleurs, ce qui est assez chouette là-dedans, avec le temps, ça vieillit mal, hein, ça s'effrite, et puis il y a des gens qui veulent le vendre 2 € sur des vides-greniers alors que ça ne les vaut même pas. C'est la gamme de couleurs, c'est quand même d'avoir tout qui est bien. Parce que j'ai des photos, je les ai pas mises là, de publicité pour le Tupperware, où on y voit des très beaux cassoulets, et avec une petite fleur dessus pour le rendre léger, ça va avec la nourriture légère. Des petites portions, des petites choses qui sont un peu amusantes à manger, parce que manger c'est amusant. Ce qui va poser problème à des tas de nutritionnistes. Enfin, ou à ton tour de ceinture. Évidemment, si manger c'est amusant, ça va pas se faire comme ça. Voilà, je voulais montrer des objets que vous connaissez très bien, puisque ça c'est 1950, Charles Eames, il est anglais et c'est encore actuel. Voilà, 1955. Le collage anglais le plus important qui fait la naissance du pop art, puisqu'il y a un petit pop, voilà, qui est un mélange de la lune, le cinéma, le premier film parlant, la télévision, l'enregistrement, une petite dame qui a l'air tout à fait bien intentionnée à mon égard, qui m'attend, mais quand même une seconde qui passe. Voilà, c'est quand même cool d'avoir tout ça. Et l'univers de la société de consommation, des petits pulp, vous savez, les petits magazines qu'on peut acheter pas cher, et puis une énorme sucette. Pop, c'est à la fois populaire et à la fois le bruit, l'onomatopée, donc quelque chose qui n'a pas tellement de sens en fait. Voilà, 1956. Oui, il s'appelle Marshmallow. Et le Hamilton, celui qui a créé ce premier collage anglais, oui, c'est en 57, alors que Warhol, ça va être 62, donc le pop art américain vient après. Je rassure ceux qui viennent pour la première fois, j'essaye de faire découvrir, si vous ne connaissez pas, ça permet de dire j'aime bien ça. Et puis j'essaye en même temps d'aller plus loin pour ceux qui connaîtraient. Voilà, il fait une sorte de liste de ce que serait pop, voilà, la destination des masses, solution à court terme. Vous pouvez prendre tout le truc et puis voir qu'aujourd'hui c'est l'inverse. Voilà, aisément remplaçable, c'est genre Kleenex. Prends, je jette, on s'en fout. Peu coûteux, fabriqué en série, jeune visant la jeunesse, sexy ce qui va avec. Alors c'est le lien sexy-spirituel qui est rigolo. À trouvailles, séduisant, grandes affaires. Voilà, fabriquer un art qui serait comme quelque chose de commercial, c'est-à-dire qui serait un peu léger, facile à découvrir. Et Robert Indiana, qui est graphiste, va créer, c'est une sculpture. Donc on est à la fois dans une espèce de signal publicitaire. Ça c'est une lampe, les deux sont une lampe. Ça c'est une lampe de table et puis une lampe de chevet. Voilà des objets qui ont l'air de détourner les objets de la vie de tous les jours et qui utilisent vraiment. Ça vient d'un magazine pulp, c'est-à-dire un petit magazine qu'on peut feuilleter et puis qu'on découvre juste, on le jette une fois qu'on l'a lu. Il s'appelle Pulp, comme Pulp Fiction le film, parce qu'en fait c'est la pulpe du papier qui est de mauvaise qualité. Et si vous voulez garder ces magazines longtemps, Hakim ou Zambla, vous allez avoir les foutre à la poubelle au bout d'un moment, ils ne tiennent pas en fait. Et donc à l'intérieur de ça, je vais l'expliquer mieux sur Liechtenstein, le système d'impression est un peu simple, il y a des petits points. Et donc Liechtenstein va copier à la main, sur des grandes toiles, on va voir comment il fait, ce système de magazine un peu simple. Et le monsieur qui écrit sur ça, il s'appelle Baudrillard, qui parle du système des objets, c'est-à-dire comment les objets ont un sens pour nous, comment même si on les achète, un burger, une boîte de tomates,
Voilà, c'est dit plus savamment. Les objets n'épuisent pas leur sens dans leur matérialité, c'est-à-dire c'est pas parce que c'est juste un Tupperware que ça ne veut pas dire autre chose. Ça veut dire fun, ça veut dire pratique, ça veut dire que j'ai la collection entière, ça veut dire que je suis un peu moderne. Voilà, les objets ont toujours un sens qui est différent. Et ce qu'il a étudié, le monsieur Baudrillard, il n'est pas que philosophe, il est le système de la signification, on dit sémiologue. Consommer des signes, c'est-à-dire si j'ai une bagnole, c'est pas seulement pour avoir une bagnole, c'est aussi pour montrer que j'ai une bagnole. Je sais que je vous explique quelque chose que tout le monde comprend et connaît. Déjà, c'est pas mal de le reverbaliser, parce que c'est au cœur du travail du pop art, en fait. C'est-à-dire, si je mets Marilyn Monroe en photo, et que je prends sa photo, que je la tire en sérigraphie comme veut le faire Warhol, et que je l'expose chez moi, à la fois j'ai le plaisir de revoir Marilyn Monroe, mais j'ai aussi un Warhol. Et Warhol va être un des plus cyniques et des plus intéressants sur ce sujet, c'est qu'il dit, vous ne vous rendez pas compte combien de gens s'intéressent à acheter, parce qu'il va être un peu joueur sur les contenus, Marilyn Monroe ou la bouche de Liz Taylor, ça va, mais il va mettre une image de la bombe atomique ou la chaise électrique. Voilà, façon Warhol à la cool, et donc Warhol dit, vous ne vous rendez pas compte le nombre de gens qui m'achètent la chaise électrique, surtout si le bleu va avec les rideaux. Voilà, c'est-à-dire que le système de signification des images est en train de disparaître. Et le travail du pop art, c'est de jouer avec ça. C'est-à-dire c'est à la fois amusant, à la fois un peu inquiétant, et c'est cette ambiguïté qu'on va regarder plus profondément, et ce qu'il y a dans ce système des objets de Baudrillard. Ça, c'est une bibliothèque de Joe Colombo. Ah, j'adore Joe Colombo, c'est pour ça que je vous en montre. Lampe. C'est les années 60. On veut y venir. C'était un porte-manteau. Et là, à droite, c'est une vraie dame. Mais le même va faire une magnifique chaise dont vous allez comprendre l'ambiguïté, évidemment, parce que quand tu invites des gens à s'asseoir là-dessus, évidemment, on comprend très bien que le sens des objets, c'est pas anodin. Il faudra avoir une vraie femme qui accepterait d'être comme ça, mais c'est des négociations sans fond. Puis après, pour les faire disparaître, c'est assez complexe. Voilà, on voit bien là qu'on est dans un truc amusant, c'est-à-dire tu peux avoir ça chez toi, c'est de très mauvais goût. Je vous signale que c'est exactement ce genre de sculpture qui se retrouvera dans le 2001, dans le Kubrick où il se tape dessus, Orange Mécanique. Si vous ne l'avez pas vu, je ne vais pas vous spoil, mais il y a une scène où ils sont un peu violents avec un monsieur et une dame qui n'avaient rien demandé, et ils habitent dans quelque chose comme ça. Donc voilà, les objets n'ont plus tellement de sens, ils sont un peu... C'est des snobs qui ont des trucs comme ça, parce que c'est un peu marrant, c'est un peu décalé. Et évidemment, les objets, là on comprend qu'ils ont du sens plus fort qu'une chaise, mais c'est la même chose. C'est aussi une façon de montrer que vous avez quelque chose d'un peu important. Votre façon de vous meubler est une façon d'afficher voilà, l'ensemble. Et évidemment, oui, c'est important. C'est vrai que on aurait pu rentabiliser cette femme en faisant, je sais pas, un range-clé dans la tête pour poser ses billets, ou je ne sais pas, un truc. C'est la version été. Alors, ce qui est très drôle, c'est pour ça que la photo avec la dame est intéressante, c'est que c'est évidemment très gênant. Et c'est le moment où le pop art va être continuellement, si vous pouvez voir ça, vous êtes ado, vous trouvez ça marrant, vous ricanez comme un crétin, et puis en même temps, vous êtes devant, vous ne savez pas trop comment regarder ça, parce qu'on ne sait plus trop si c'est une œuvre d'art non plus, ça pourrait être un objet qu'on achète chez Ikea. Et il y en a eu plein de choses de ce type-là, parce que le jeu avec la consommation et avec des objets qui n'ont pas l'air d'être des objets, où vous pouvez avoir une table basse faite sur un pneu de tracteur. Voilà, le détournement des objets, c'est aussi une façon d'exprimer quelque chose. Voilà, ça c'est un petit chef-d'œuvre de Joe Colombo. C'est un siège, mais en fait vous retirez les petites pinces et puis vous le rangez tout à l'intérieur. Donc c'est assez pop, c'est assez coloré, il faut que ça soit joyeux justement. C'est pour ça que c'est au cœur de notre sujet du jour. C'est que, voilà, je vous confirme que j'aime vraiment beaucoup. On est assis de la mort, ça ne fait rien du tout, ça fait que tu as le dos à cette forme-là. C'est pas la peine de penser s'en sortir d'une autre façon. Et on peut en effet avoir quelque chose qui soit
joyeux. C'est aussi lui qui invente cette machine qui s'appelle Valentine, parce que l'idée c'est qu'on puisse sortir avec sa machine à écrire et puis aller travailler dans le parc. Voilà, alors c'est l'ambiguïté qu'il y a aussi dans ce pop art, c'est que c'est à la fois, parce que c'est notre regard, on est quand même en 1960, on est un peu très longtemps plus tard, hein, c'est que tout doit être fun en fait, et même le travail. On retrouve ça beaucoup, moi qui regarde beaucoup YouTube, voilà, le travail ça a l'air cool en fait. Donc on voit des gens qui travaillent vite, qui font des crêpes à toute vitesse, je regarde ça, je trouve ça complètement fascinant, et puis de temps en temps je prends du recul, je me dis, ah ouais, mais en fait s'il fait ça pendant à peu près 5 ans, je pense qu'il est mort de tendinite mentale facilement. Voilà, et donc il y a une espèce d'ambiguïté aussi, je vous dis, l'objet a l'air coloré, en même temps il est un peu malsain, avec la chaise femme on voit bien ce que ça signifie, mais en plus il y a une sorte de valorisation de la consommation, on prend, on jette d'objets qui sont amusants et qui sont sans conséquence, alors qu'en fait, que ce soit ceux qui les fabriquent ou ceux qui les utilisent, c'est toujours sympa de pouvoir travailler en extérieur évidemment, mais c'est aussi toujours du travail. Voilà, des choses qui sont... C'était un bureau boomerang, et ça c'est français, ça date de 1970. Et puis des téléphones, des radios pardon, qui se mettent autour du poignet. Voilà, donc, et on est encore dans quelque chose comme ça, c'est-à-dire si vous regardez, le design et les objets, ça signifie quelque chose de très fort, hein, qui passionne trop peu de gens. Mais, vous savez, il faut que les objets ne soient pas lourds en fait aujourd'hui, il faut qu'ils soient amusants. Donc vous avez, je sais pas, des bonbons, la boîte elle ressemble à des médicaments. Vous avez un spray pour que ça sente bon dans la voiture, ça ressemble à une bouteille de sirop en fait. En fait, on est tellement habitué à ce système des objets que les créateurs, les designers fabriquent des usages qui sont différents. Parce que vous comprenez ça très bien assez facilement, vous dites ça c'est une radio évidemment. Et je vous dis ça parce que comme j'ai pas la télé depuis 2000, des fois je vois des objets et je comprends pas du tout, et en fait le code a été transmis par le spot télévisuel. C'est ce qui fait que vous avez des tas de gens, je vois vous en avez peut-être d'ailleurs, vous savez, des AirPods, des petits des écouteurs qu'on se met dans les oreilles. Moi j'ai toujours avec des fils parce que j'ai toujours peur de les perdre. Et en fait je vois bien que tout le monde en a en fait. Parce que c'est plus léger, c'est plus facile. En plus ces gens courent avec ça, j'aurais pas du tout confiance quand tu cours à l'idée de les perdre. D'ailleurs je vois aussi sur Facebook des tas de gens qui ont perdu leur AirPod qui les cherchent. Mais voilà, il faut que ça soit un peu personnel, un petit peu, parce que la boîte a été fabriquée comme un petit bijou, en fait, tu l'ouvres et tu les mets, c'est assez précieux. Le design de la boîte fait aussi partie de l'ensemble, puisque en fait, ce système des objets qui s'est créé après la Seconde Guerre mondiale, c'est la conclusion de cette partie, est devenu tellement important qu'on est habitué à ce qui signifie et on a envie toujours d'une expérience nouvelle. Voilà, si Monsieur Coca n'a presque pas fait évoluer sa boîte et le goût de son coca, eh bien, il faut qu'on fabrique quelque chose où le consommateur se trouve un peu différencié. Et donc, on nous vend, depuis les années 2000, plutôt une ambiance ou un rapport affectif avec l'objet. Ça peut vouloir dire, si vous connaissez Coca, par exemple, le Coca, c'est la même chose pour tout le monde. C'est Warhol qui dit, le coup de génie de Coca, c'est que vous soyez président des États-Unis ou clochard, vous buvrez le même Coca. Ça, c'est la démocratie américaine. C'est-à-dire tout le monde a le même objet de la même façon et ça coûte le même prix. Ce qui est un coup de génie parce que c'est pas vrai en fait. La démocratie passe pas par ça. Évidemment qu'il y a des droits plus importants pour l'un que pour l'autre. Mais l'idée de Warhol quand il dit ça, c'est pour ça qu'on ne sait jamais si Warhol est cynique ou pas. C'est que c'est par la consommation qu'on est égaux. Et c'est ça qui fait que nous, Européens, on a du mal à voir ça sans mépris. Alors qu'en fait, je voudrais montrer que ça va donner des pistes pour créer qui sont très intéressantes. C'est-à-dire par exemple, en France, on a un rapport à l'argent qui est très complexé. Et donc, l'argent en art, c'est pas fréquent. Vous savez très bien que tu peux pas dire ton salaire en France, alors qu'aux États-Unis, tu le dis, c'est ça ta valeur aussi. Et donc, ce rapport au commerce et à la création industrielle, c'est pour ça que le design est un mi-chemin entre les deux, il est au cœur de ce que les Américains peuvent faire. Moi, j'aime bien celui-là pour finir. Ça, c'est encore Joe Colombo, c'est une desserte qui emprunte à l'industrie, qui permet d'avoir une petite table basse avec plein de choses différentes. Il y a un morceau de Beaubourg avant qu'il ne ferme où il y a des objets de design. J'aime bien celui-là parce que c'est moulé sur des vraies fesses et donc je pense que ça t'aide à contrôler ton poids. Et puis c'est une chaise que tu peux pas prêter à un copain ou à une copine. Alors on voit bien que les objets deviennent amusants en fait. Ils ont une part parce que le plastique donne des formes nouvelles, colorées.
C'est encore Joe Colombo, c'est un siège, une sorte de grand pouf dans lequel on peut s'installer. Et là, on est devant une sculpture. Mais on pourrait être sur autre chose. Voilà. Les objets deviennent eux-mêmes des sculptures. Et le statut des designers va évoluer avec ça. On a inventé le design fin 19e. Et puis on a petit à petit, c'est pas complètement fini, donné un statut un peu artiste au design. Alors peut-être qu'on peut faire... Ah oui, je vais vous montrer Warhol, comme ça va vous réveiller. Tout le monde connaît Warhol par ce petit système d'images multiples qui se retrouvent un peu partout. Sa propre tête. C'est pour ça que des notions qui sont habituelles en art d'auteur, voilà, qui est l'auteur, qui a fabriqué, c'est pas lui qui prend la photo, c'est pas lui qui fait la sérigraphie, je vais raconter comment c'est fait, et c'est lui qui signe. Donc si vous voulez découvrir le statut de l'art plus contemporain qui vient après la Seconde Guerre mondiale, c'est notre période. L'art contemporain, on va dire, c'est des années 45 à 90. Vous allez me dire, c'est quoi aujourd'hui? C'est de l'art actuel. L'art contemporain, c'est vraiment une catégorie historique déterminée. Et notre idée avec Catherine et Théo, c'est aussi de faire découvrir des choses plus contemporaines et de ne pas être tout le temps dans le passé. Plus de notions d'auteur, plus de notions de dessin, de savoir-faire, plus de notions de ressemblance, voilà, de composition. C'est une image multipliée. Et quand on regarde le petit monsieur Warhol, qui est une merveille de... savoir-faire, il signe des boîtes de conserve. He's interested in absolutely everything. It's a wonderful kind of naivete. I mean, he just, watches things, which is, filling up his brain for his art. Alors c'est cool d'être Andy Warhol, vous allez voir, c'est très simple. D'ailleurs il donne sa recette dans un livre magnifique parce qu'on comprend que Andy Warhol, c'est important, c'est pas du tout ironique, est à la fois un artiste, il va faire de la photo, du cinéma, de la peinture, des dessins au début, des collages, des vidéos et des films, mais il a aussi pensé dans un livre dont on comprend toute l'importance avec son titre. Ma philosophie de A à B. Pas plus. Et je vais un peu m'attarder dans ce livre, vous allez comprendre que ce rapport superficiel aux objets, c'est-à-dire la joie, au bonheur, vous voyez, il faisait plein de trucs marrants, il dédicace des trucs, c'est pensé en fait, c'est pas un truc de... Parce qu'on accuse Jeff Koons de ça aussi, on dirait un arriviste malin qui arrive à trouver des choses un peu fun et qui se fait payer des milliards. C'est vrai. Mais c'est pas que ça. C'est pour ça que c'est de l'art, c'est-à-dire que c'est pas que du commerce et c'est pas que de la philosophie creuse. Il y a quelque chose qui est montré dans ça. Et ce qui me fait en être convaincu, je vais essayer de vous le prouver, c'est que quand vous voyez plusieurs, c'est mon conseil beauté numéro 1 du jour, quand vous voyez des œuvres que vous trouvez bizarres, au hasard, j'ai pas le temps de développer, mais un mec qui scotche une banane sur un mur, il faut regarder le nom de l'artiste et regarder les autres choses qu'il a faites. Et quand je vous montre des Andy Warhol, il a fait des tas de choses très différentes, déjà. Ce qui prouve que c'est pas qu'une recette, il n'a pas fait toujours la même chose. Et en plus, il y a quelquefois des choses qui sont plus réussies que d'autres. Donc si tu connais pas, c'est comme la musique, tu écoutes plusieurs, si tu trouves que c'est un peu toujours pareil, ça veut dire que t'aimes pas ou qu'il se répète. Quand il est capable de créer quelque chose de différent et que c'est mauvais, raté, voilà, s'il y a des choses ratées, des choses réussies, je montre ça souvent avec Duchamp, voilà, il a signé une pissotière, mais il y a quelquefois ça marche pas du tout. Alors il faudra que je développe d'autres fois. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut regarder dans Warhol quelle est la pensée qui est à l'œuvre là-dedans.
Alors, le sous-titre du livre est encore mieux, puisque ma philosophie va de A à B, et vice-versa. On est sûr de revenir après. Et je vais vous montrer quelques extraits que j'ai capturés du livre, pour montrer à la fois que... Là, c'est mal traduit. Parce que from A to B et back again, c'est pas pareil. C'est montrer aussi que Andy Warhol, c'est quelqu'un d'assez malin, puisque dans ce livre qui date des années 60, il va... ne le lisez pas parce que j'ai fait une très belle vidéo qui dure 1 heure, qui résume le livre, qui est sur YouTube. C'est qu'à la fois, il raconte des choses sur lui, voilà, Andy arbore son Warhol, il est capable de comprendre dans quelle mesure il se met en scène, dans quelle mesure tout ça est un show. En plus, il va avoir tendance, je vais mettre un petit extrait parce que ça va vous faire... ça va montrer qu'il n'est pas qu'un génie, c'est ça qui est assez drôle, parce qu'il joue avec ça. Voilà, le romanesque est difficile, mais le sexe plus encore, donc il a des recettes beauté sur comment on doit manger des bonbons, comment pour avoir la police avec du sperme, vous voyez, des choses complètement terre à terre. Tu te dis, ah oui, c'est un peu gênant de lire ça. Et c'est mélangé avec des réflexions sur l'art et sur ce que signifie l'art et sur sa vie quotidienne. C'est-à-dire qu'il est toujours, comme Duchamp d'ailleurs, en train de jouer avec le statut de l'artiste. Je suis un commerçant, je suis un petit malin superficiel, et en même temps, il y a quand même toujours une petite idée. C'est ce qui fait que c'est pas juste idiot. Alors, vous en saurez plus sur votre amour, le premier amour, et le chapitre d'après, c'est amour et sénilité. Bim. Ça va gagner du temps. Voilà, il y a des choses sur la mort, il y a des choses sur les espaces vides, voilà. L'art comme saloperie, 4000 chefs-d'œuvre de Picasso. Il apprend la mort de Picasso. Picasso a fait 4000 œuvres et il se dit, avec mon système de sérigraphie, je pourrais faire les 4000 œuvres en une journée. Et il essaye de le faire. Et donc cette espèce d'absurdité lui permet de... En fait, je vous raconte un peu, mais vous me devez 1 euro supplémentaire. En fait, il se rend compte en une journée qu'il peut reproduire beaucoup. Et il dit, de toute façon, j'ai pas de problème, si je fais une œuvre, c'est 4000 fois la même. Elle finira bien par devenir un chef-d'œuvre par la quantité. Et donc en disant ça, il pose la question de qu'est-ce que c'est que créer, qu'est-ce que c'est que vendre, qu'est-ce que c'est que créer beaucoup aussi, parce que c'est pas quelque chose qu'on demande à Picasso. Picasso a fait 4000 œuvres, tout le monde dit « Oh !» Alors qu'en fait, il y en a à peu près la moitié qu'on pourrait foutre à la poubelle, qui est tellement elles sont pas intéressantes. Il y a des choses extraordinairement géniales, j'ai pas de problème avec le sujet. Puis de toute façon, on m'a rien demandé. Voilà, et à la fin, vous en saurez plus sur la puissance du sous-vêtement. Parce que je savais que, comme nous sommes dans un cours sur la joie, il s'agit d'en savoir plus. Voilà, la 4e de couverture, c'est un pot pourri irrévérencieux, parce qu'il parle de l'art, de la société. C'est à la fois un mélange de sérieux et de dérision, c'est ça que je voudrais raconter, c'est que nous, si les artistes sont en train de rigoler comme Topor, ou comme Reiser, ou comme Dali, ils font n'importe quoi, c'est pas de l'art en fait. Ce qu'arrive à faire Warhol, c'est à créer des choses qui questionnent en fait par leur absurdité aussi. Sous une apparente frivolité, il dévoile les idées fondatrices de sa pratique artistique. Et puis sa conception de la beauté, qui est quand même un grand et ancien sujet. Voilà. Le truc de B, parce qu'en fait tout le livre c'est un dialogue entre A et B, on sait pas qui c'est un peu lui les deux. Le truc de B, c'est de ne penser à rien, c'est passionnant, c'est sexy. Et pour un Français européen, c'est pas facile de penser à rien. Essayez, vous allez voir. Voilà, il a toute une théorie sur... Il adore se mettre un coton-tige dans les oreilles. Voilà, il précise qu'on peut se faire éjaculer sur le visage, comme ça resserre les fibres. Et vous voyez, c'est pour vous dire que je vous dis pas ça pour vous montrer des trucs tordus, parce que non, si j'étais pas tordu, je serais pas prof. Je veux montrer aussi qu'il ne fait pas que des réflexions intellectuelles, parce que quand vous allez acheter le livre, vous allez dire qu'est-ce que c'est que ce truc de sperme que le prof il nous a dit d'acheter dégueulasse. Voilà, je veux dire, c'est mélangé en fait. Et je vais montrer des passages qui sont plus malins. C'est des séries de Polaroid qu'a fait Warhol qui sont très peu montrées en fait, parce que Warhol dans les années 70-80 va acheter des Polaroid et puis il va faire Polaroid, c'est donc une image instantanée, pas de copie, il n'y a pas de pellicule, on ne peut pas la reproduire. Et puis il a quelque chose qui est assez amusant, qu'il va décrire aussi, c'est qu'il a que des amis célèbres. Et cette mise en scène de la célébrité, qui est quand même le cœur de notre société encore aujourd'hui, parce qu'on ne s'est pas dit quelque chose que je pense dont tout le monde se souvient, c'est que Warhol a prédit notre époque quand même en disant à l'avenir, tout le monde sera célèbre 15 minutes. C'est quand même, en une phrase, ça pourrait suffire à dire qu'il est autant philosophe que artiste. Voilà, on a Pelé, on a un joueur de golf, on a
Abdul-Jabbar, on a O.J. Simpson, alors maintenant il passerait moins. C'est-à-dire que Warhol théorise ça aussi en disant j'aime bien acheter des magazines parce que quand j'achète des magazines People, c'est le mot n'existait pas, hein. Le mot star va arriver dans les années 60, c'est Edgar Morin qui l'invente. Il dit j'achète des magazines People, j'adore parce qu'en fait dans toutes les pages je connais tous les gens. Ça me rappelle les gens que je croise. Alors ce qui fait qu'on ne montre pas ces Polaroids, c'est qu'il prend juste des potes célèbres en photo. Et donc dans la partie création, on s'est longtemps dit, bon ben voilà, qu'est-ce que Warhol apporte en faisant ça. Ce qu'il apporte quand même, c'est qu'il joue avec sa propre image, puisque c'est lui assez souvent déguisé. Et que dans le gros livre qu'a fait ta chaîne, qui reprend ce système de Polaroid, d'ailleurs on voit bien que Yves Saint-Laurent, que Martine va nous imiter avant de partir, il est très beau sans lunettes. En tout cas, que cette quête de célébrité est aussi une recherche de forme sur les visages, sur ce que ça signifie. Et puis là où il est parfaitement américain, voilà, je reviens de chez le psychiatre, je me suis arrêté chez Massy, j'ai pris d'une inspiration soudaine, j'ai acheté mon premier téléviseur. Je l'ai emporté chez moi dans l'appartement où je vivais seul, et j'ai aussitôt oublié le psychiatre. Voilà, le vrai truc, et c'est absolument vrai parce qu'il peut le dire un peu plus loin, hein. Voilà. Quand tous les gens me parlaient de leurs problèmes et que je m'aperçus que la télévision me divertissait juste assez pour que les problèmes que me racontaient les gens ne m'affectent plus. Et ça va assez loin parce que c'est vrai quand même, hein. C'est vrai que si tu as le cafard, tu regardes la télé, voilà, ou la radio se fait une sorte de présence. Oui, c'est-à-dire on était en train de rigoler d'un type qui se fout de notre gueule, mais enfin il parle quand même de quelque chose qui concerne tout le monde, puisque nous avons grandi dans cette société de pouvoir accéder à des tas de choses différentes. Et je ne parle pas du fait qu'aujourd'hui c'est dans votre poche et que vous pouvez regarder ça à n'importe quel moment de la journée et de la nuit. Puisqu'il y a presque trop de choix. Le Andy Warhol fait de la publicité pour de la télévision. Aka, Midori, Ao. Vous me citerez des artistes créateurs d'art contemporain, célèbres assez pour être dans des pubs télé. À part Dali, dans une époque où la télé n'existait pas, Cocteau, je vois pas. C'est le moment de danser. Salut. Andy Warhol joue dans La Croisière s'amuse. Well, welcome to our 200th cruise. Thank you. Have tractor Wilkes Pratt. George is a tractor salesman. Best in his district. They call him the Lee Iacocca of the Corn Belt. Andy Warhol's here. Andy Warhol? Well, you know the artist. He's going to be on this cruise? Yes, he's going to help us celebrate our 200th voyage. He's going to pick some lucky passenger and paint a portrait. Si vous connaissez le petit monsieur à droite, c'est parce que c'est le père de Richie dans Happy Days. Oui. Le voilà. Donc Andy Warhol joue dans une série de télé. Elle-même fun avec La Croisière s'amuse, c'est quand même le divertissement absolu. C'est-à-dire il y a des gens qui rentrent dans un bateau, tout le monde connaît, on va pas vous spoiler. Et ça fait des espèces de sketchs qui se succèdent dans un environnement parfait, puisqu'il y a toujours des gens, quand on demande quelque chose, qui vous le donnent. Voilà, qu'est-ce que fout Andy Warhol là-dedans? On pourrait penser, si on réfléchit en tant qu'Européen, ça le dévalorise plutôt qu'autre chose. Voilà, si même des artistes qui passent à la télé, c'est The Voice, c'est ça? Voilà, des gens qui donnent des conseils pour chanter. Pendant longtemps, voilà, on n'imaginerait pas Nougaro, Ferré, Brel aller là-dedans. Ils ne seraient pas poètes, parce que dans les années 40-50, être chanteur, même si c'est de la variété, c'est quelque chose d'un peu noble. C'est pour ça que la petite phrase de M. Gainsbourg sur « je pratique un art mineur », c'est une question qui est très intéressante, parce que lui, il s'en fout en fait. Tous les médias, pour passer à la télé, l'intéressent. Voilà, il parle d'une jeune fille qui s'appelle Taxi, qui est très belle et qui va petit à petit devenir célèbre et qui petit à petit sera jetée à la poubelle comme tout le monde. Voilà, elle était un vide magnifique, extraordinaire, le fin du fin. Et c'est pas cynique, c'est ça qui est difficile à comprendre, j'ai mis du temps à comprendre.
C'est que nous, si on dit que quelqu'un est vide, on dit, ben voilà, c'est un nul, en fait, il n'a rien à dire. Là, les Américains nous apprennent quelque chose qui est intéressant, c'est que cette superficialité, elle signifie quelque chose. Il y a encore quelqu'un derrière le vide, il y a cette dame qui vit et qui fait des trucs. Alors c'est un petit chef-d'œuvre, je vous le montrerai à la fin. C'est une publicité qui passe sur les avions, parce qu'elle dure au moins 4 minutes. Hein. Je la mets aux étudiants sans les prévenir. Parce que... Donc Andy Warhol va ouvrir un paquet, manger un burger, finir de manger son burger, et c'est tout. Mais sauf que ça dure 4 minutes parce qu'il le mange vraiment. Et donc pendant tout le film, tu te dis, mais où veulent-ils en venir? Ils veulent en venir que tu regardes une publicité et que tu es devant un mec qui mange un burger. C'est presque un acte artistique et en même temps, ça fait de la publicité pour les deux, puisque la conclusion c'est je m'appelle Andy Warhol. Parce qu'il a un petit air gênant avec sa perruque en plus. Son type de peau qui est un peu son problème, voilà, il a fini. J'aurais pu vous mettre 4 minutes. Ça vous aurait bien calmé. My name is Andy Warhol, and I just finished eating a hamburger. Burger, New York. Allez, je vous la remets. On va partir à midi. Tout de suite les grands mots. Voilà, ce jeu avec le superficiel, la perruque, les Andy Warhol, il raconte qu'il va dans une soirée, et la soirée qui lui est dédiée, c'est une soirée de sosie d'Andy Warhol. Il adore parce qu'il y a des Andy Warhol partout. Ce qui est aussi complexe, c'est qu'on peut habituellement penser que les fêtes, les choses superficielles, les échanges, les rencontres ne font pas partie de la création, ne sont pas des œuvres tangibles. Et en fait, Andy Warhol va mettre continuellement en scène son propre travail. Et on va y venir vite fait, mais comme je vais aller plus vite, ça va vous permettre de passer à autre chose. Il va créer un magazine. Il ressemble un peu, ça peut paraître bizarre comme comparaison, à Ardisson. Enfin, c'est Ardisson qui lui a beaucoup piqué, c'est-à-dire un mec qui est là, qui est reconnaissable visuellement, qu'on sait très bien qu'il va toujours se passer un truc, soit malsain, soit intéressant, et en même temps, où les invités eux-mêmes nourrissent, c'est-à-dire ils vampirisent les gens extérieurs. Puis Warhol va créer une chaîne de télévision. Cette chaîne de télévision, on a des problèmes de droit. J'ai vu une grande expo à Maison Rouge sur ce sujet. Elles n'existent pas en DVD, on ne peut pas les voir parce qu'en fait elles ont des protections de droit qui fait qu'elles ne sont pas diffusées, vendables. Et donc quand on voit une exposition Andy Warhol, c'est jamais montré. Alors qu'à mon avis, tout ce sujet de superficialité, de fête, d'échange, d'inventer un lieu qui s'appelle la factory, c'est-à-dire l'usine, couvert de papier alu dans lequel il invite plein de gens où il travaille en continu, ça fait partie de son travail. Voilà, je vois rien de mal à être seul. Moi, je trouve ça formidable. Même chose, les gens font toute une histoire de la mort personnelle, mais il n'y a pas besoin d'en faire toute une affaire. C'est vrai, ça. C'est des trucs d'Européens. Et si on était juste à la surface du monde et que c'était intéressant? Et si c'était ça, le bonheur? Alors, c'est pas mal ça aussi, c'est qu'il dit, quand je suis avec les gens, il ne se produit rien, et je fais produire rien. On va voir ce que ça veut dire. Voilà, parce que petit à petit, maintenant, je vais vous montrer comment il travaille. Brigitte Bardot est une des premières femmes modernes capables de traiter les hommes en objets sexuels, les acheter puis les jeter. J'aime beaucoup ça. Ça, c'est une conception de la femme qui est assez inattendue et parce qu'il a peint à peu près tout le monde. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas que des choses superficielles dans son vie. Alors comment est-ce qu'il travaille? Il travaille avec beaucoup de célébrités. Et il a une réflexion sur ce statut. Voilà, les beautés en photo sont très différentes des beautés en personne. Ça doit être difficile d'être mannequin parce qu'on doit avoir envie d'être comme la photo de soi. Et on ne peut jamais y ressembler. Voilà, être mannequin, c'est autre chose que la vraie vie. Et on a toutes et tous envie de ressembler à ça. Et même le mannequin lui-même ne ressemble pas à sa photo de mannequin.
Quand il dit ça, il parle du statut des images, il parle du statut d'être maquillé, coiffé, éclairé, mais aussi de qu'est-ce que c'est que représenter quelqu'un. C'est pour ça qu'on a, dans la deuxième partie du XXe siècle, des artistes qui travaillent sur les images, qui travaillent de la peinture. On pourrait penser qu'il a abandonné les pinceaux, c'est vrai, et qu'on n'est plus en train de faire des portraits comme le faisait Rubens ou Rembrandt. Mais en fait, il est en train de travailler sur quelque chose qui est arrivé entre Rubens et nous, c'est les médias, c'est-à-dire la photographie et la télévision comme images multiples. Donc on a des images de tout le monde tout le temps. Son travail, c'est ça. C'est-à-dire le magnétisme de l'écran est un mystère. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Et de ce point de vue-là, il parle beaucoup à notre époque. Alors, c'était une petite provocation que je trouvais marrant. Là. Ce qui est le plus beau à Tokyo, c'est McDo. Ce qui est le plus beau à Stockholm, c'est McDo. Ce qui est le plus beau à Florence, c'est le McDo. Pékin et Moscou n'ont encore rien de beau. Alors là aussi, c'est comme du chant, et c'est pas facile d'être drôle. On the ABC News Magazine 2020, tonight on Andy Warhol. Ouais, il passe à la télévision. Là aussi, Who is quand the best known and certainly the most controversial artist in America today? plus grand artiste américain aujourd'hui. Ça, et il passe à la télé. Imaginez, ce que vous pourriez me dire, si je m'y connais, qui est le plus grand artiste français aujourd'hui ou le plus vendeur, il n'y a aucune chance qu'il passe à la télé du tout. Mais aucune. C'est-à-dire, soit parce que ça n'intéresse personne, et quand on voit les dessins du Canard enchaîné de 1910-1920, il s'amuse avec, j'en ai montré quand on a fait une conférence sur la caricature, il rigole des impressionnistes dans les années 70, 1800, il rigole de la peinture abstraite qui arrive, inventée par les cubistes. Je veux dire, ce sujet de l'art n'est plus du tout un sujet pour nous. Le sujet aujourd'hui, c'est les médias. Et que Hanouna, il t'énerve ou pas, et que il y avait Pivot avant, c'était mieux. Ce dit en passant, Pivot avait aussi une façon très superficielle de traiter la littérature, parce qu'il y avait en 1 heure 5 mecs importants. Donc c'était aussi une adaptation au système des médias qui convenait à tout le monde. Là, il est en train d'inviter et de faire parler l'artiste le plus célèbre des États-Unis à ce moment-là. Et en disant qu'il fait bien scandale un peu partout. Comment est-ce qu'il travaille? Je l'ai déjà montré un petit peu. Encore une réflexion qui irait avec de la philosophie. Une compagnie s'est proposée d'acheter mon aura. Et il ajoute, quelqu'un avait amené un gamin et puis il ne pouvait pas croire qu'il était en train de dîner avec moi. Tous les autres me voyaient en chair et en os, mais lui ne voyait que mon aura, le gamin. C'est-à-dire une sorte de héros médiatique. Et il dit, quand on voit quelqu'un dans la rue, il peut avoir une aura, mais dès qu'il ouvre la bouche, l'aura s'évanouit. Le Sois belle et tais-toi fait partie du monde des images. Ça commence à faire beaucoup de réflexion sur ce que signifie... Voilà, une bonne raison d'être célèbre, c'est que dans tous les magazines, je croise tous les gens que je connais. Alors comment est-ce qu'il travaille? Il prend une image de magazine qui n'est pas faite par lui. Donc Marilyn est en photo, maquillée, coiffée, éclairée, et puis cette image-là, il va la découper, il va la confier à un assistant, c'est vraiment pas lui qui fait. Il sait très bien dessiner, il a eu une carrière dans les années 50 d'illustrateur de mode, il a fait beaucoup de chaussures, il sait très bien dessiner, et puis il va le confier... pour le faire imprimer, c'est une technique qui vient du commerce, la sérigraphie ça va plus vite. Ce sont des écrans de sérigraphie, ouais, c'est un écran, avant c'était de la soie tendue sur un morceau de bois, maintenant c'est une résine. Et vous savez que les petits trous sont plus ou moins gros, parce que la couleur va passer au travers, je vais vous montrer comment ça se passe, puis on peut plus ou moins diluer la couleur. Je le montre régulièrement, donc vous l'avez peut-être déjà vu, mais je reprends... Voilà, cet écran fait qu'on va masquer les endroits où on ne veut pas que ça passe, c'est comme un pochoir. Vous savez, un pochoir, vous mettez votre main, vous mettez de la bombe de peinture, et puis quand vous retirez, il y a votre main. Donc là, on va masquer des endroits. Il colore l'endroit qui est opaque, et l'endroit qui n'est pas opaque va laisser passer la couleur. Donc on prend cet écran, on le prépare. La plupart du temps, pour Warhol, c'est fait d'après une photographie, donc on va mettre une solution photosensible sur l'écran, on va mettre la photo en dessous, et ça va imprimer l'image dessus. On le lave, on met un peu de couleur
dans la gouttière sur le bord, on prend une raclette, on tire avec une feuille en dessous, pouf, et ça fait une image. Et puis après, autant d'écrans, autant de couleurs. Il y a un écran bleu, un écran jaune, un écran marron, et à la fin, il y a une image composée, avec plusieurs morceaux. Et c'est là où la petite trame, on la retrouve un petit peu partout. Donc Warhol ici fait semblant de travailler, parce que son assistant Gérard Malanga, c'est lui qui fait tout. Il lui donne l'image de Marilyn, il lui dit tu fais des écrans de ça. Et ce qui devient intéressant, c'est que, eh bien, en fait, il ne fait que reproduire une image qui existe, avec des principes commerciaux. La sérigraphie, c'est vraiment fait pour des grosses quantités d'images plutôt que la gravure. Il prend une petite image de très mauvais film avec Elvis, mais là où il travaille sur l'image, c'est que s'il en met plusieurs, ça change un peu le sens de l'image. Et que vous comme moi, alors que moi ça fait plus longtemps que vous, ça se trouve que je regarde ça, il y a des gens qui trouvent qu'il est en train de danser. Il y a des gens qui trouvent qu'il a l'air monstrueux comme une pieuvre. Mais on a du mal à savoir, et c'est là où le travail de Warhol est réussi, on a du mal à savoir si c'est moqueur, critique de Elvis, il se fout de sa gueule, ou si c'est juste une sorte d'idole et qu'il l'aime bien. Parce que quand il est tout seul, tu peux l'acheter et l'avoir chez toi, t'adores Elvis, c'est un grand tableau, c'est un Warhol fait par Elvis, et ils se sont pas croisés. Mais en même temps, s'il est multiplié, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça a l'air de rien, parce qu'il prend des procédés tout faits, il prend cette image du monde sympathique, la plupart du temps, mais en multipliant l'image ou en la faisant perdre, en jouant avec la couleur ou la non-couleur, il est en train de transformer notre rapport à l'image. Alors on le retrouve sur un exemple qui est encore plus connu, qui va avec mon système des objets. Des boîtes de soupe. Alors là aussi on est très différent des anglo-saxons, c'est que, revenons en arrière dans votre rapport à la nourriture. La soupe, nous, c'est pas en boîte, c'est en carton. Il faut que ça ait l'air un peu plus authentique. Parce que boîte, ça veut dire industriel. Si on te donne une soupe en boîte, ça fait un peu bizarre en fait. Vous voyez, le rapport à la matérialité des objets, ce qu'elle signifie, c'est très important. D'ailleurs, si je vous donne une soupe en sachet, vous dites c'est moins bon. Parce que, voilà, c'est un petit sac. Voilà, l'emballage, la façon dont il va être présenté va changer votre rapport à ça. Mais en plus, chez Campbell, ils ont fait un truc redoutable, c'est que toutes les boîtes ont la même couleur. Et il y a juste le nom de la soupe qui change. Donc en fait, vous avez 40 goûts différents. Oui, vous avez un chili, vous avez un haricot noir, vous avez oignon. Et vous avez un objet qui est le plus indifférent possible, puisque le rapport entre une boîte et de la soupe, voilà, ce qu'on voit dans l'emballage n'a rien à voir avec le reste. Warhol va prendre ces boîtes de soupe, va les dessiner pour les sérigraphier, et va en faire des tirages de plusieurs exemplaires, de plusieurs sortes de soupe. Mais là où il travaille sur l'image multiple, parce que c'est ça que notre société a fabriqué en nous donnant des trucs à acheter, c'est qu'on en a des grandes, on en a des petites, on en a des déchirées, mais dans la façon même de les exposer, il va jouer avec une espèce de vitrine de présentation de supermarché. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune soupe qui est identique, le cadre est assez fin, mais c'est le fait d'avoir un intervalle régulier entre chaque qui fait qu'on a l'impression qu'on est devant une sorte de cathédrale de bouffe. Le petit tuyau de Warhol, c'est si j'ai peint des soupes, c'est parce que j'en ai mangé. Voilà. Intention artistique niveau 0. Par contre, sens de la formule pour dire oui mais non, 20. 1963. Parce que le monsieur Warhol, comme il utilise un procédé industriel, c'est-à-dire un appareil photo, un assistant qui reproduit, on a des petites variations, puisqu'on va avoir des fois, vous voyez, l'image s'efface un peu, qu'elle n'est pas parfaitement faite. Et que le monsieur Warhol va pouvoir dire à la fois, quand j'ai fini une série, je détruis les écrans de sérigraphie, dit ça en 62, pour empêcher la fabrication de faux, parce que évidemment, comme c'est un système industriel, tout le monde peut faire pareil. Si quelqu'un contrefaisait mes œuvres, je serais incapable de m'en rendre compte. En 62, et en 81, il dit « Je peins vraiment tous les tableaux moi-même, s'il y a des faux en circulation, je peux les retrouver. » C'est-à-dire exactement l'inverse. Alors, coup de génie, c'est que les deux sont sans doute vrais. C'est-à-dire qu'il passe son temps à brouiller les pistes, mais à nous montrer des images sur lesquelles on peut rester en surface. J'aime bien une boîte de soupe, je la regarde,
j'aime bien Marilyn Monroe ou Elvis. Et en même temps, dans la façon de mettre en scène tout ça, dans la façon de le détourner, en les superposant ou en les déchirant, on a quelque chose qui montre que l'image n'est pas qu'une simple image toute petite et simplette. Alors il va arriver le retour de bâton prévu pour Warhol. Vous voyez par exemple, ça, il a fait bien plus tard des séries de boîtes de soupe plus colorées. Vous allez dire que je fais un peu le précieux, mais je trouve ça moins marrant. Ça fonctionne moins parce que le fond, ils ressortent mieux quand ils sont comme ça. Ils font vraiment plus objets industriels comme des vraies boîtes. Ils sont un peu plus grands qu'eux. Et quand je vous dis, il suffit de regarder, voilà, ça marche moins. Donc il a une idée, il la repasse, et puis ça marche pas. Il va y avoir un retour de bâton merveilleux, c'est que les boîtes de soupe Campbell elles-mêmes vont fabriquer une série limitée pour les 50 ans de la boîte de soupe. C'est extraordinaire, ça. Ça veut dire que on ne sait plus où on en est d'ailleurs. Ça veut dire que on peut acheter, si vous allez aux États-Unis et que vous avez mis tout l'argent dans le billet, voilà, faute de vous acheter un Warhol, achetez une boîte de soupe, ça vous fait un souvenir. Et pour de vrai en plus, tu l'aurais chez toi, tu le manges pas, tu le vois, tu peux presque le mettre sur ton bureau. C'est sympa parce que à l'avenir, tout le monde sera célèbre dans 15 minutes, pendant 15 minutes. Je pense que ce qui lui manque pour parler de notre époque, ce n'est plus 15 minutes. 15 minutes, c'est bien trop. On doit être à 5 minutes. Voilà. Et le résumé du travail de Warhol, plus vous regardez la même chose, plus elle perd sa signification, plus vous vous sentez bien et vide. C'est un peu ce qui vous arrive dans ce cours. Vous savez, l'endormissement, je trouve ça plutôt agréable. Ça veut dire que vous êtes en confiance. Voilà. J'aime beaucoup, toujours extrait de ce livre, j'aime beaucoup manger seul. Je voudrais créer une chaîne de restaurants pour les gens comme moi. Andy Matz, restaurant du solitaire. Vous choisissez vos plats, vous les posez sur un plateau pour aller regarder la télévision dans un box. Je vous assure qu'à la cantoche où je vais, tout le monde a son téléphone et ça existe. Oui, c'est parce qu'on passe de... Oui, il se fout de notre gueule. Alors vous pourriez peut-être me dire, est-ce que c'est de la philo, est-ce que c'est un sociologue, est-ce que c'est un artiste? C'est là où la différence, c'est qu'il a écrit un livre qui est sous forme d'interview, qui est un peu amusante. Voilà, c'est ma philosophie de A à B. Et puis, c'est de la pensée qui n'est pas la même chose que ses œuvres. Ses œuvres montrent des choses qui permettent de comprendre ou pas. Alors, la dernière chose sur Warhol, comme ça on aura fait le complet tour, qui est très important, c'est que je suis anti-tâche parce que c'est trop humain. Je suis pour l'art mécanique. Si j'ai choisi la sérigraphie, c'était pour tirer le meilleur parti des images préconçues, voilà, des images pas faites par lui, par des techniques commerciales de reproduction multiples. C'est-à-dire une image pas de lui multipliable dans une société où on mange des images toute la journée. Et cette formule est une merveille, hein. C'est-à-dire que toute la peinture au pinceau est expulsée. Pas de peinture à la main. Alors, comme d'habitude avec Warhol, on peut toujours prendre ce qu'il dit par l'inverse, c'est-à-dire que comme il y a des ratés dans le tirage de sérigraphie, comme quelquefois il signe, comme quelquefois il rajoute un peu des tâches, il y a quand même un petit peu d'humain. Alors la dernière chose, c'est ça que je peux aller vite, fascination pour l'argent. Alors ça c'est complètement étranger à nous. Voilà. L'argent c'est de l'argent, peu importe que je l'ai gagné difficilement ou facilement, je le dépense de la même manière. J'aime l'argent sur les murs. Supposons que vous soyez sur le point d'acheter un tableau de 200 000 $, à mon avis, il faudrait mieux prendre cet argent, d'en faire une liasse et de l'accrocher au mur. Alors ça c'est très passionnant parce que c'est pas un Européen qui pourrait penser ça. Parce que si tu veux frimer et que tu invites des gens chez toi, voilà, tu as un seneau accroché sur ton mur, s'il y a des promos, achetez. Vous n'iriez pas jusqu'à faire ce que fait Warhol, c'est-à-dire faire un tableau d'argent. Ce qui est le sommet du cynisme aussi. C'est-à-dire tu sais que c'est un Warhol et ça montre que ça vaut de la thune. Ce qui est le but de l'art depuis la Renaissance. Hein. C'est-à-dire montrer la puissance du roi, de l'église, de la noblesse, de la bourgeoisie, au travers d'images. C'est exactement ce qu'il fait. C'est juste un peu gênant parce qu'il montre le mécanisme en fait. Voilà, il dit, à mon avis, il faut pas que tout le monde ait de l'argent. Voilà. C'est au moins très clair aussi. Hein. On n'a pas. Pourquoi est-ce qu'il veut pas que tout le monde ait de l'argent? Parce que il dit, ce que j'aime, c'est que allongé dans ma baignoire avec un oreiller sous la tête, je me sens très riche.
alors que l'oreiller n'a coûté que 3,95 $. C'est-à-dire que c'est la sensation d'être riche ou d'être célèbre n'est pas forcément liée à l'argent, c'est aussi une sorte de posture. Voilà, des séries sur l'argent ou des gens très riches, parce que dans les années 70, c'est aussi peu exposé quand il y a des rétrospectives Warhol. Il va rencontrer en Europe voilà, Madame Schlumberger, elle dit « Tiens, je voudrais un Warhol », il fait un Polaroid dans la soirée, et le lendemain, elle a son tableau qui coûte très très cher. Et il y a la même chose, c'est le petit moment gênant de Warhol, parce que comme il traîne dans tous les lieux snobs, il va faire des portraits du Shah d'Iran, il va faire des portraits d'un petit dictateur cambodgien, voilà, du moment qu'il y a de la thune, c'est pas grave. Pour moi, l'argent est l'instant parfait. Et puis, c'est assez précis. L'argent américain est joli à voir. Je l'aime plus que n'importe quel autre. J'en ai jeté dans East Ride, rien que pour le voir flotter. Alors ça a l'air d'être le sommet du cynisme, mais en même temps, je vous signale qu'il ne l'a pas fait filmer par une vidéo, c'est qu'il est en train de réfléchir à qu'est-ce que ça signifie pour ces Américains, et c'est ça que ça nous raconte aussi. C'est-à-dire que ce plaisir d'avoir de l'argent, là, ça explique l'actuel président. C'est jamais assez, et ça doit être montré. C'est ça qui est curieux avec l'argent. D'ailleurs, deuxième publicité, j'ai fait une très très bonne vidéo sur Histoire de l'argent, parce que en philosophie, c'est un sujet qui a été très peu traité en Europe. Les catholiques, les juifs l'ont beaucoup mis à l'écart. Voilà, la richesse, c'est un signe de perte de soi-même, même si on peut être aussi généreux. Donc il y a toujours deux faces au statut de l'argent dans les religions. Et c'est les protestants qui vont créer un lien assez différent à l'argent et au commerce. Et petit à petit, ce système d'argent va se développer, alors qu'il y a des tas de sociétés qui fonctionnent sans argent, je vous le rappelle. Pas forcément avec des dons, mais avec du troc. Et c'est ce qui nous amène jusqu'au Bitcoin aujourd'hui, c'est-à-dire de l'argent virtuel qui coûte très cher, mais qui n'existe pas. Puisque l'argent, c'est un rapport de relation entre des gens. Je vous rappelle, si vous ne l'avez pas vu, c'est qu'il y a un monsieur qui a des millions de dollars en Bitcoin, c'est une monnaie électronique, et il a jeté son ordinateur à la décharge avec donc la preuve. Et donc il a fait une proposition pour racheter la décharge, parce qu'il y a des millions dans l'ordinateur qu'il a connement jeté. Voilà, un artiste, quelqu'un qui produit des choses dont les gens n'ont pas besoin. L'art des affaires est bien plus intéressant que l'art de l'art. Et c'est là où on voit à quel point il intègre toute cette philosophie américaine. Alors il y a une dernière chose que je vous montre sur Warhol, parce qu'on va voir que les autres pop artistes américains sont presque plus critiques directement, c'est qu'il va créer des séries de papier peint, et il va exposer ses propres travaux sur ses propres travaux. Ça aussi c'est intéressant, parce qu'il y a une façon de mettre ces images en scène qui est très intéressante. Vous voyez, le cadre est assez peu présent, surtout que sur des vaches, c'est la chaise électrique quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans un univers qui est très curieux. Et ce que raconte cette petite citation, c'est que Warhol, en faisant ça, casse le côté boîte blanche du musée. Et ça, ce sont des reproductions des cartons qui est de cirage ou de boîte de soupe, mais ce ne sont pas les vrais cartons, ce sont des impressions de sérigraphie sur des plaques de bois plus grandes qu'il va installer dans l'espace, et vous voyez, elles sont devant ces peintures. C'est-à-dire qu'il a une façon de mettre en scène les œuvres comme si c'était de la marchandise. Et donc il change un peu le rapport de l'acheteur à ça. Parce que, supposons un instant que vous vouliez en acheter un, c'est pas terrible d'en avoir qu'un. Ou en avoir plusieurs en fait. C'est ça le problème après. Tu manges de la salade pendant des années et puis ta femme elle t'engueule d'avoir acheté 4 fois. Voilà, c'est la série en fait qui crée quelque chose. Donc c'est de ce point de vue-là commercial, mais c'est aussi une réflexion sur cette espèce d'ambiance que fabrique l'art. Voilà, il a aussi travaillé avec Merce Cunningham, un danseur, avec lequel il a fabriqué des oreillers flottants, et la chorégraphe dansait avec ça. Voilà, son studio qui devient la Factory, c'est-à-dire, c'est aussi ouvertement annoncé, l'endroit où Warhol peint, ce n'est plus l'atelier du peintre, c'est une usine, Factory. Et c'est là aussi où il va inviter Lou Reed et inventer le Velvet Underground. Voilà, ça c'est un bon exemple. Voilà, la Marilyn de 62.
coloré, et puis tellement coloré qu'on dirait une voiture volée. Ce qui est le tort des images, c'est-à-dire de devenir une image presque caricaturale. C'est sans doute de ça dont est morte Marilyn Monroe. C'est-à-dire d'être une image qu'on ne la voit plus pour de vrai. Par contre, quand il en fait une version dans les années 80, je trouve que ça ne marche pas. C'est pour vous dire, je ne suis pas Warholo fasciné. Voilà, il a inversé l'ensemble, on perd ce côté vignette, image, autocollant, complètement. Alors que des bouches de Liz Taylor, on comprend bien le message. On comprend bien que la dame dans la publicité est une marchandise. Ce qui est assez fort, c'est qu'on comprend on peut ne pas comprendre, on peut trouver ça beau superficiellement, voilà, c'est assez marrant. On peut comprendre qu'il y a un message, et en même temps, ce que je trouve assez fort, c'est qu'il n'est pas lourd, ce message. Il n'y a pas une sorte de texte explicatif qui dit je défends le fait que les marchandises, les femmes deviennent des marchandises. Vous voyez, il n'y a pas une espèce d'explication morale. C'est juste proposé. Voilà, la puissance du sous-vêtement, c'est ce qui me permet cette conclusion merveilleuse de Warhol. Acheter est bien plus américain que penser. Et quelqu'un d'américain qui peut dire quelque chose comme ça, c'est quand même assez impressionnant. Ma philosophie de A à B. Alors si je prends une déclinaison complètement différente d'un pop artiste, on va voir que c'est un peu le même propos, mais fait d'une façon tout à fait différente. Ce petit bonheur superficiel, on le retrouve chez Liechtenstein. C'est comme le pays, le nom de l'artiste, Roy. Voilà, à ses débuts, il peint des choses tout à fait traditionnelles, on va dire. Voilà, des peintures qui s'inspirent des comics, de la culture américaine. Il suit des études à l'université, et puis il est un peu influencé dans les années avant ce pop art des années 60. C'est la peinture abstraite, c'est Pollock, c'est les grandes couleurs de Rothko, c'est-à-dire c'est vraiment plus figuratif. Quand les artistes du pop art vont arriver, l'art dit sérieux va trouver que c'est complètement superficiel. C'est pour ça que le sous-titre de cette conférence, c'est Bonheur factice. Évidemment, c'est plus de la peinture, c'est plus l'espèce de tremblement de l'artiste, c'est plus le jeu de couleurs et de superposition, c'est des images qu'on dirait des autocollants. Voilà, à ses débuts, il peint Donald, il peint Mickey. Il le fait un peu d'une façon irrégulière. Et puis, une des premières œuvres qui va le faire connaître, Liechtenstein, c'est celle-ci qui est en 61, dans lequel il reprend une case d'une bande dessinée de Disney et qu'il va recopier en grand sur une peinture. Rien de plus et rien de moins. Elle vient de ce petit morceau-là. Si on compare avec Warhol, peut-être le fait que ça soit à la main fait que c'est pas tout à fait une reproduction, justement, et qu'il n'a pas collé la page telle que. Voilà, il a repris quelque chose en l'agrandissant et en le simplifiant. Voilà, il va beaucoup s'intéresser à ces petits books qu'on trouve partout et qui vendent de la joie. D'ailleurs, je vous signale que Monsieur Mickey de 24 est entré dans le domaine public, donc vous pouvez vous faire des t-shirts Mickey ou les vendre, c'est possible. Et puis ce que Liechtenstein va faire, c'est qu'il va regarder des magazines qu'on appelle des pulps, des petits livres de mauvaise qualité qui montrent des romances ou qui montrent des super-héros à la Tarzan. Normalement, il y a plein de gens ici qui ont dû en lire. C'est un peu des romans de gare aussi, mais illustrés. Voilà, ça, c'est le dessin initial, avec des cadrages qui ne sont pas très logiques, hein. C'est une sorte de mise en scène dramatique. Donc, je veux dire par là que si vous imaginez que la dame est en train de jouer, on dirait une parodie faite par Elise Moon, c'est-à-dire elle est en train de lui parler, mais en lui tournant le dos et en lui disant qu'il y a quelque chose qui les engage l'un à l'autre. C'est parce que pour le cadrage de l'image, c'est mieux qu'on ait les deux visages. Mais ce n'est pas réaliste, en fait, c'est une façon de mettre en scène l'ensemble. Et donc Liechtenstein va reproduire exactement les images qu'il trouve dans les publicités. Voilà. Une petite publicité avec une petite dame en monokini, reprise en peinture, puis qu'il double quelquefois, puisqu'on a une petite publicité pour cette merveilleuse invention que l'humanité nous a apportée, la poubelle à pédales. Voilà que voilà, ça c'est la vraie image. Oui, grâce à ça, Madame Luc, tu peux avoir tes petits souliers qui restent visibles, et puis ce petit port de jambe qui t'a rendu si célèbre
mais qu'on ne voit plus beaucoup ici, tu es derrière la table à chaque fois. Et qui te permet surtout de ne pas te salir les mains. Par contre, vu que je blague bêtement, j'espère que je ne prendrai pas ce soulier dans le visage. Voilà à quoi ressemble le monsieur Liechtenstein. C'est un type qui va partir toujours de cette image. Alors, une BD, c'est un ensemble d'images qui se suivent. On a beaucoup dit, c'est assez faux, je vais faire court. La BD ne vient pas du cinéma. La BD a été inventée dans les années 1824-26 par un génie suisse. Et l'idée de la bande dessinée, c'est une image dans laquelle il y a le texte, ou en dessous, mais on appelle ça une suite séquentielle, c'est-à-dire l'image de... Voilà, on voit Tintin qui rentre dans la pièce, et puis dans l'image suivante, il est dans la pièce. Et il pousse la porte, l'image suivante, il est dans la pièce. Donc on suppose qu'il n'y a pas Tintin qui ouvre une pièce, et puis un an plus tard, il est dans la pièce. C'est-à-dire qu'entre chaque image, il y a une espèce d'enchaînement logique. Je vous dis ça parce que si vous avez déjà essayé d'ouvrir un manga, je vous dis il faut le lire dans l'autre sens, c'est hyper complexe pour le cerveau. Parce qu'il faut lire vraiment dans l'autre sens. Et puis tourner les pages dans l'autre sens. Donc c'est cette suite de séquences qui font qu'il y a des enchaînements. Donc il y a Snoopy qui est sur sa cheminée, sur sa niche, et puis après il est par terre, on suppose qu'il est descendu. Donc entre les deux, le vide, la gouttière, fait qu'on suppose qu'il y a du temps qui est passé. C'est pour ça que c'est une suite séquentielle, c'est que les images s'enchaînent les unes les autres. Ça ressemble un peu au cinéma, mais ça a été inventé bien avant le cinéma. Et donc, quand on prend une seule case, on isole l'histoire. On la comprend plus, en fait, puisque s'il fait ça, sans doute qu'il y avait quelque chose à espionner. Donc, en isolant la case elle-même, on n'a plus de compréhension de l'histoire, et donc ça peut faire une peinture. Et puis surtout, ça apporte quelque chose d'assez nouveau, des onomatopées, des graphismes, et puis du texte qui est complètement sorti de son contexte. Donc ça, c'est l'image de la bande dessinée. Et on va voir comment est-ce qu'il en tire quelque chose. Ah oui, mais c'est pas mal. On voit Liechtenstein en train de travailler, c'est pas mal. Les jeunes étaient dingues de ça, et moi aussi. Je n'avais jamais rien vu de pareil. C'était une nouvelle façon de penser l'art. Cela a changé votre perception. Ah ben, la première exposition était un succès absolument phénoménal. Les peintres, je l'imagine, en salopette, maculés de tous les côtés. Lui, pas du tout. Roy, quand il travaillait, surtout sur des images particulièrement fortes, il aimait les tourner sur le côté, les mettre à l'envers. Alors on peut oser le mot, parce que le glissement est important. Il ne fait pas des peintures, il fait des images. Il fait quelque chose qui a l'air d'être une forme, qui a une signification, c'est plutôt ça une image, c'est pas très facile à définir une image en vrai, mais qui est en circulation, c'est-à-dire que les gens vont utiliser et puis pouvoir partager. Dans les années 60, il apparaissait un petit peu comme un ovni, comme quelqu'un qui bousculait les codes. La vieille génération était désespérée, angoissée, en colère. C'est l'artiste qui se retire derrière son œuvre. Il avait bien l'intention d'entrer dans l'histoire de l'art. Bon, la dame qui dit il a cassé les codes, c'est la caricature absolue d'un commentaire à la télé. Et on vous demande quelque chose sur quelqu'un, vous dites ça. T'auras jamais l'air con. Enfin si, par les gens qui connaissent qu'il a cassé les codes, il est arrivé, il a tout changé. Voilà, qu'est-ce que fait Liechtenstein? On va le voir dans les peintures, c'est que on pourrait dire là aussi, c'est un procédé. Voilà, il a l'idée de prendre une case de BD, qu'il peint en grand, vous avez vu le format, dans lequel on a du texte, c'est pas banal, qui a l'air d'être séparé du reste de l'histoire, des onomatopées et des éléments graphiques qui vont bien avec ce côté pop, c'est-à-dire tout à l'air léger, fun. C'est beaucoup plus léger que Warhol en un sens. C'est assez grand. Voilà. Liechtenstein dit que son style est aussi artificiel que possible. C'est ça que mais c'est peut-être ça le bonheur aussi, hein. C'est un truc où on ne se prend pas trop la tête non plus. Donc on ne va pas faire une sorte de définition du bonheur à la Victor Hugo. Voilà. Par contre, là où Liechtenstein est assez habile, c'est que l'image qu'il construit, elle n'est pas si simple que ça.
Premièrement, voilà, Brad Darling, cette peinture est un chef-d'œuvre. Donc nous avons tous les codes possibles, c'est-à-dire une toile, bon la perspective c'est complètement fou, une toile dans le petit espace là, les fenêtres de son atelier, un artiste beau gosse qui a l'air d'être un peu inquiet mais moyennement, et puis une belle blonde qui l'admire, c'est le travail qu'on demande aux belles blondes, qui l'admire parce qu'il est dans le doute, évidemment. Et qu'est-ce qu'elle est en train de lui dire? Elle lui dit, mais cette peinture qu'on ne voit pas est un chef-d'œuvre. La peinture de Rod Lichtenstein s'appelle chef-d'œuvre. Un jeu assez génial avec l'image, puisque, on le redit, une image qui est copiée, qui est montrée autrement, peinte plus grand, en peinture isolée du reste de l'ensemble, mais une image qui dit « je suis un chef-d'œuvre ». Foutage de gueule niveau 4 sur 3, et en même temps, jeu avec le spectateur, parce que ça crée une espèce de connivence qui fait que l'image est un peu fun, tu peux l'accrocher, et en même temps, chez toi, tu as un chef-d'œuvre. On est en 1962, en même temps que les Marilyn de Warhol. Voilà. Je sais ce que tu peux ressentir, Brad. Vous mettez ça dans la salle d'attente pour inquiéter les clients. Voilà, et puis il y a quelque chose que réussit Lichtenstein, c'est que vous voyez cette petite trame, je vais vous montrer dans 2 secondes ce que c'est. On a une trame de points blancs sur rouge et de points rouges sur blanc. Elle n'est pas partout. Donc ça va donner une espèce de lisibilité à l'image. Il ne reproduit pas de la même façon cette trame, parce qu'il y a des moments où le fond va être uni, et donc il va quand même décider les endroits où il y a de la trame. Pour que vous puissiez frimer. Voilà, Jeff, je t'aime aussi, mais c'est pas possible. Entre nous. Que va penser ton mari, Brad? Il fait des... Alors là où, oui, c'est pour ça que je vous dis qu'on peut regarder des images et puis quelquefois regarder que ça marche pas. Il y a trop de trames là. Il y a trop de trames, ça rend le truc illisible, c'est pas assez kitsch, c'est pas assez marrant, c'est pas assez décalé. Elles ont l'air copines un peu, mais c'est pas suffisant. S'il y avait quelque chose d'érotique à faire, il y aurait peut-être plus cadré, plus entre elles sur leur interaction. Et le fait qu'elles soient rouges, qu'elles soient blanches, ça pouvait fonctionner, mais là on a des éléments qui nous perturbent, on voit pas trop qu'est-ce qui est superficiel dedans. Alors, ce qu'il invente, ça s'appelle, vous allez pouvoir frimer, hein. C'est une trame qui s'appelle bendé. C'est-à-dire que la façon d'imprimer, ça va être des petits points les uns à côté des autres, et l'imprimerie va inventer ça pour pouvoir reproduire des images en couleur très vite. Un petit point bleu à côté d'un point rouge fait que vous aurez du violet. Et ce système d'impression, c'est Bendé qui l'invente, B-E-N-D-A-Y. Et ce que Lichtenstein imagine, c'est qu'il dit dans ses œuvres, j'ai voulu donner l'impression d'un programme ou d'un côté impersonnel. Je ne crois vraiment pas que je sois impersonnel quand je l'ai créé, et je ne crois pas que ce soit possible de l'être. Mais dans le cas de Warhol comme dans le tien, cette idée de superficialité, voilà, c'est pas fait à la main, c'est fait par quelqu'un d'autre, presque comme un robot, c'est ce que notre société de consommation des années 60 fabrique. Par contre, là où Lichtenstein est aussi un génie de l'image, c'est que dans certaines images que je vais vous montrer, il y a une réflexion sur l'histoire de l'art et sur l'histoire de la peinture qui fait que ces images ne sont pas si superficielles que ça. Celle-là fonctionne assez bien parce qu'il parle de cette trame bendée et puis il en joue. Voilà, il peut jouer avec les grosseurs de points sur l'image elle-même. Il peut jouer avec des choses, il va dans une période plus récente mettre de la peinture, ce qui est complètement inattendu parce que Lichtenstein adore l'histoire de l'art et donc il va faire des tas de clins d'œil à l'histoire de l'art par ce système de trame. Vous voyez le système de dégradé de points qui est gros, dense, c'est la même interstice entre chaque morceau qui petit à petit fait comme presque un lavis, comme un dégradé. Voilà, il a fait ça dans le Chinese style. Ce qu'on retrouve chez Lichtenstein qui est assez passionnant, c'est un jeu avec l'abstraction. Voilà, je veux cacher la trace de la main. Et un jeu avec des tas de références visuelles. Puisqu'ils viennent juste après la peinture abstraite de Pollock, eh ben, il en joue avec une tache de peinture qui coule, faite façon logo. Il va rejouer Picasso, il va rejouer l'art classique grec, il va jouer le dos de la peinture, ce qui est quand même assez
Je vous dis, à chaque fois, j'arrive pas trop à l'expliquer autrement. Ils se foutent de notre gueule et en même temps, c'est génial. C'était terrible de faire ça. Et j'insiste, je ne suis pas complètement fasciné, c'est qu'il y a des fois, ça ne fonctionne pas. Ça prouve bien qu'il essaye de trouver quelque chose qui fait que l'image n'est rien d'autre que ce qu'elle montre, et en même temps, il y a un petit bémol qui fait qu'on se dit, mais il y a quelque chose d'autre derrière. Voilà, si vous voulez un donné pas cher, vous pouvez... Ce que ça raconte aussi, c'est que dans toute l'année, depuis qu'on s'est rencontrés, la joie est toujours quelque chose avec une face derrière. C'est-à-dire que ça rigole, mais ça rigole pas longtemps. Les gens qui sont spécialistes de la joie sont un peu tristes. L'ivresse n'a qu'un temps. On va le voir, Madame Catherine Lemonde ne pourra pas sourire pendant 2 heures. Mais nous faire sourire aussi, voilà. Vous pouvez ne pas avoir la référence de la meule de foin de Monet, et en même temps, quand vous l'avez, c'est assez passionnant de voir que ce n'est pas qu'une image pour programme télé. Il a fait des volumes, et puis il a intégré sa première peinture dans sa peinture, avec un système de trame au sol qui est plus du tout des petits pots. Alors des choses merveilleuses, c'est un miroir, et j'aime bien celui-là, c'est un autoportrait. Voilà, c'est un peu la phrase de Warhol, vous vous sentez bien et vide. C'est bien ça. Je vous signale que c'est comme ça qu'on peut diagnostiquer soi-même un début de dépression, c'est quand on commence à regarder, on trouve ça agréable, la machine à laver. Si ça vous est arrivé, prenez l'air un peu. Écoutez des cours d'histoire de l'art, ça vous fera du bien. Comme j'aurai pas le temps de le montrer, parce qu'il y a des choses plus importantes dans la vie, et que je veux toujours montrer des petites choses nouvelles, il y a un artiste qui s'appelle Patrick Cofield, qui est un pop artiste totalement inconnu, que je vous montre vite fait, c'était assez beau. C'est les années 60 pareil. Caulfield, C-A-U-L. C-A-U-L. Oui, parce que j'ai une secrétaire personnelle qui note tout ce que je dis. C-A-U-L et Field comme un champ, F-I-E-L-D. Si vous connaissez Adami dans les années 60, ça ressemble à ça. Et si vous connaissez de la peinture anglaise qui s'appelle Julian Hoppy, ça ressemble beaucoup à ça. On dirait un peu une BD avec une ligne un peu épaisse comme fait Hergé. Voilà, des images complètement superficielles. Mais qui fonctionnent assez bien, je trouve. Et puis, comme vous ne connaissiez pas, je me suis dit que c'était l'occasion d'eux. Et Madame Secrétaire... Nous avons aussi un petit monsieur qui s'appelle Craig Martin, qui n'est pas connu du tout non plus, mais qui fait des choses très, très pop, très colorées, très grandes aussi. Et évidemment, je vous parlais de l'art de Warhol de mettre en scène la couleur des murs, ça compte. Craig, C-R-A-I-G, il est encore vivant, il est un peu vieux. Et Martin. C'est une rétrospective en 2004, c'est pas vieux. On n'est pas loin d'être dans du dessin d'ordinateur, dans des espèces d'illustrations. Efficacité des images. Et puis il fait des séries très marrantes avec des morceaux de métal qui copient des maisons. C'était une sculpture. C'est une sculpture en fil de fer mais qui n'est pas épaisse. Donc, tu peux avoir une deuxième maison avec ta maison. Parce que je vais vous passer un extrait d'un monsieur qui s'appelle Bourdieu, qui parle du goût. L'extrait est court. J'en ai déjà parlé plein de fois, donc c'est pas le sujet là. Mais je voudrais vous montrer 3 extraits de cette petite interview parce que ça parle de ce qu'on vient de se dire depuis le début. Tiens, Bourdieu, est-ce qu'en matière... Cela dit, donc le goût et cette capacité bizarre de faire des distinctions qui distinguent. Et le titre de l'ouvrage dans lequel j'ai publié les principaux résultats concernant ce problème, la distinction, est un titre volontairement ambigu. D'ailleurs, rétrospectivement, je regrette cette ambiguïté parce que je pense qu'on a entendu que un des moteurs du monde social et en particulier des pratiques culturelles, c'est la volonté de se distinguer. En fait, cette volonté de se distinguer, le snobisme, ce n'est pas du tout l'idée du livre. En fait, nous sommes distingués, que nous soyons distingués selon la définition officielle ou pas. Voilà, il dit une chose qui est très simple pour commencer, c'est qu'il a écrit donc un livre qui s'appelle La Distinction, et qui, on a interprété le titre de ce livre comme quelque chose qui serait du snobisme,
et on est au cœur de ça avec Warhol, ça commence par une remarque très simple, c'est que ce que vous aimez vous distingue des autres. Même si j'aime pas ta chemise, c'est ta chemise et c'est pas mon blouson à la con. Voilà, on n'est pas pareil. Mais là où il y a un jeu de mots qui est intéressant pour commencer, c'est que ça nous différencie, c'est ça qui nous distingue. Et évidemment, il y a un petit glissement vers avoir l'air distingué, c'est que ta chemise elle est pourrave alors que mon manteau il est stylé. C'est-à-dire qui va décider de qu'est-ce qui est stylé ou qu'est-ce qui est snob. C'est au cœur du travail de Warhol. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on se reconnaît dans ça. Alors celui-là est un peu intéressant et important pour la période qui nous concerne. Est-ce que l'usage de la notion de don n'est pas quand même un usage beaucoup moins innocent que d'autres appréciations? Parce qu'en tant qu'enseignant de pratiques artistiques, peinture, dessin, venez nombreux, on me sort évidemment souvent un truc que vous devez penser, c'est le moment où je vais essayer de faire évoluer ce que vous avez en tête, sur l'idée de don. C'est-à-dire, moi je suis pas doué, c'est pas la peine que je commence. Ce que Bourdieu va raconter, c'est que, je vous le résume un peu parce qu'il va le dire mieux que moi, mais il va dire cette idée de don, ça c'est moi qui le dis, c'est anti-apprentissage. S'il y a un don, il n'y a pas de prof. Il n'y a rien à apprendre. Tu es doué et c'est parti. Et bien évidemment, le don, c'est ce qui va te distinguer des autres. Plus les gens vont croire au don, plus on va dire, bah toi, oui, évidemment, de toute façon, ça te coule des mains, c'est facile. En oubliant que même chez Warhol, il y a un travail de dingo, continuellement, et une réflexion sur ça, parce qu'il n'est pas non plus en train de produire un truc comme un pommier produit des pommes, mais qu'en plus, cette croyance au don, elle est pour Bourdieu une façon de mettre à l'écart ceux qui n'en ont pas. Dire, bah, pour toi, c'est cul. Là, on ne touche pas à quelque chose. La notion de don, et au fond, la philosophie, c'est la philosophie même de tout ça. Dès le moment où on ignore la relation, on ignore que les capacités, les aptitudes, les qualités, les propriétés que l'on demande et que l'on apprécie de on ignore qu'elles sont socialement produites, qu'elles ne sont pas dans la nature, mais qu'elles sont dans le travail social, de la famille, de l'école, etc. Bon, il ne reste que le don. Et on dira, vous n'êtes pas doué pour. Vous entendez bien ce qu'il dit ou c'est pas... Voilà. Il dit à partir du moment où on dit vous êtes doué ou vous n'êtes pas doué, on ignore tous les mécanismes de l'apprentissage, de l'école, de l'influence de tes parents, de leur langage, de leur... Ce qu'il développe dans la distinction, c'est que c'est pas seulement parce que tes parents t'emmènent au musée, c'est tout simplement que même si on t'emmène et que tu t'emmerdes, tu sais par où on rentre, tu sais où sont les cartels, tu sais lire des tas de choses que tu ne sais pas faire si tu ne connais pas, qui passent par, vous êtes sans doute passé par cette étape-là, que t'applaudis pas à l'opéra au bon moment. Parce que ça te fait plaisir, t'applaudis, mais en même temps, c'est pas le moment. Mais qui a dit que? Ce qu'il est en train de décrire, c'est que les mécanismes sociaux qui disent faut faire comme ça ou faut pas faire comme ça, ils sont écrits par personne. C'est pour ça que comme on n'entend pas bien, je vous raconte la fin. Il dit il faudrait pas se tromper non plus, parce que Bourdieu et la sociologie étaient beaucoup critiqués pour ça. Il n'y a pas un complot, c'est le mot qu'il emploie et qui est bien de notre époque. C'est-à-dire, il n'y a pas des mécanismes intentionnels pour mettre à mal les moins doués ou les plus pauvres ou pour les écarter. Il y a il dit, c'est ça qui est intéressant, les mécanismes sociaux qui déterminent que tel va réussir ou tel va être valorisé ne sont pas écrits d'avance, en fait ils sont relationnels, c'est-à-dire ils dépendent de ce qui est en train de se passer entre tout le monde. Il n'y a pas de machinerie ou de choses qui font que... Même de sociologues que je critique, qui disent l'école élimine. C'est pas vrai. Voilà, il est en train de dire qu'il y a des sociologues qui critiquent, qui disent l'école élimine. L'école, quand elle te dit t'es pas doué, parce qu'il a aussi fait un livre entier sur la façon dont les profs évaluent les copies. Et dont, je suis le premier concerné, parce que je corrige des gens, dont par exemple les filles doivent savoir ça, que les filles soient douées, c'est normal puisqu'elles bossent. Mais quand les garçons font un truc, c'est un miracle. Voilà, donc ils sont dans les appréciations de profs, on se rend compte que c'est pas distribué de la même façon parce qu'on ne projette pas la même réussite sur les mêmes personnes. Je dis ça parce que c'est objectif, c'est-à-dire il y a plus de filles dans les études supérieures qui ne seront pas forcément plus de professionnels. Je redis toujours la même donnée. Il y a dans les écoles de beaux-arts 70% de filles qui ne deviendront que 30% de professionnels. Donc c'est bien pour les garçons, mais c'est objectivement un problème.
Donc il dit, il n'y a pas de mécanisme intentionnel, et c'est un art de relation qui fait que telle chose va être importante plutôt que telle autre. Pierre Bourdieu, dans votre ouvrage Pour l'amour de l'art, vous avez cité au début de l'ouvrage Georges entre une culture savante et une culture populaire. Mais je crois que Kant faisait une distinction entre ce qu'il appelait le goût barbare et le goût cultivé. Ah oui, moi je pense que le musée, c'est au fond toujours une espèce de test projectif d'une société. C'est l'idée qu'une société, c'est-à-dire les classes dominantes de cette société, se font à un certain moment de ce qui est beau. Et évidemment, la première leçon qui se dégagerait de l'histoire des musées, c'est la relativité extraordinaire des choses qu'on a mises selon les époques dans les musées. La distinction, l'opposition entre le goût barbare et le goût cultivé, ou encore entre le vulgaire et le distingué, enfin qui en est la forme commune, cette opposition est d'un arbitraire formidable, à tel point qu'il n'y a pas de définition possible du vulgaire ou du distingué autre que relationnelle. Ce sont deux concepts qui ne peuvent se définir que l'un par rapport à l'autre. Et encore... Voilà, il a dit trois choses importantes. Il a dit, dans un musée, ça raconte ce qui est beau. Ça raconte ce qui est acceptable. Vous allez me dire, c'est évident? Ben non, c'est pas évident, parce que quand on commence à faire un musée de l'affiche, on valorise des objets qui étaient des objets de la vie de tous les jours et pour lesquels on n'avait pas d'intérêt. Et quand Liechtenstein ou Warhol exposent des dollars, on est en train de dire, on est d'accord avec le fait que c'est ça qui est intéressant. Donc, ce qu'il ajoute, c'est que la différence entre ce qui est vulgaire pour certains, ou ce qui serait de qualité, ce qui serait de l'art reconnaissable, ou ce qui serait de l'art de la vie de tous les jours, c'est tout à fait relationnel. C'est-à-dire, ça dépend de tas d'interactions entre les choses. C'est pour ça que regardez comment les musées ont montré les objets. C'est pour ça que vous étiez peut-être là, j'ai fait une conférence sur l'art brut, l'art des fous, l'art des enfants, comment on expose ça. Voilà. Est-ce qu'on met des cartels avec des notes d'intention, puisque le type, il n'est pas forcément très intentionnel, celui qui l'a fait. Voilà, André Robillard est un génie du bricolage et un artiste d'art brut reconnu, exposé au musée d'Orléans. Et je l'ai entendu, il a un problème mental très fort, il vit en hôpital psychiatrique depuis très longtemps. Voilà, comment on montre le travail de gens dont le travail, c'est pas de créer à destination des autres. Et donc, dans les musées, ça nous permet de nous poser continuellement la question de qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui est pas beau. Alors, mon troisième et dernier, il s'appelle Oldenburg, et il fait des choses pas belles, qui sont intéressantes et en sculpture. Voilà un sandwich géant en plastique. Et ce qui est intéressant chez Oldenburg, c'est que c'est à la fois fun, on aurait presque envie de s'asseoir dessus. C'est une tannée à restaurer parce qu'en plastique, ça va mal tourner. On n'est pas loin du caca quand même, on va pas se le cacher, hein, on n'est pas loin du truc un peu dégueulasse. Bon, on va pas insister parce que si je vous montre des crèmes au sperme et des trucs tordus toute la matinée, vous allez porter plainte contre la direction de la bibliothèque, qui n'est pas responsable de cette conférence. C'est pas forcément ça, et vous êtes adulte. Et c'est parce que dans le travail de Oldenburg, ce sont des œuvres en volume. Là, on va le qualifier de sculpteur si vous voulez bien, c'est qu'il y a tout le temps quelque chose autour de la nourriture qui est l'objet absolu de désir, mais en même temps, c'est fait pour que tu n'aies pas très envie de le bouffer. Et on revient à cette ambiguïté d'appétit-rejet. Voilà, à ses débuts, il fait des choses plutôt en plâtre peint. C'est de la taille d'un hamburger réel, ça. Alors que celui-là, si tu veux bien te lever, Martine, il est grand comme toi. C'est-à-dire, il est comme ça. Voilà, c'est une sorte de gros coussin. Alors, le point commun de toute la matinée, c'est que ce sont toujours des choses un peu pop, un peu marrantes, en fait. C'est pour ça que j'ai commencé par les objets de la société de consommation. Et en même temps, ils sont... chez Warhol, il y a une espèce d'ambiguïté sur ce qu'il veut dire. Chez Liechtenstein, c'est la façon de traiter l'image qui fait qu'on ne comprend pas bien. Voilà, pour que le pop art fonctionne bien aux États-Unis, parce qu'en Angleterre et quelques traces en France, c'est critique de la société de consommation beaucoup plus frontalement. Voilà, c'est une façon de montrer qu'on nous vend du rêve et c'est complètement faux, mais le pop art américain est intéressant pour ça, il aime l'argent, il le montre, et le système de marchand marche avec. Chez Oldenburg, c'est parce que c'est un peu dégueulasse. Ça c'est grand comme ça. Ouais, une cigarette écrasée. Voilà. Et là, du magnifique ketchup sur des frites. On n'est pas loin d'être dans des objets que tu pourras avoir chez toi pour que les enfants jouent. Hein. Et on n'est pas loin, je ne veux pas avoir l'air de faire
la chochotte minute, puisqu'il nous en reste plus beaucoup de temps, c'est que plus les médecins disent que le fait que la bouffe soit un jeu pose problème sur, je l'ai dit tout à l'heure, mais sur le fait qu'on mange trop tout le temps pour se consoler. C'est quand même un petit shot de sucre, c'est pas... Alors ça dépend de la dramatisation de la photo sur le cake au chocolat. Et je vous rappelle aussi que cette spectacularisation de la nourriture, elle est continuelle dans notre société, avec les émissions sur la pâtisserie, avec le fait que ça devienne des sculptures presque. Je vois des gamins qui font des cakes. Voilà, en fait, c'est du sucre et une sorte de génoise. Mais ils font des Batman, des hélicoptères. Je vois des gens qui passent des annonces pour qu'on fasse ça pour leurs gamins, pour leur anniversaire, parce que c'est un peu beau. Et puis ils font vraiment une sculpture. Mais ils mangent du sucre seulement, et cette spectacularisation, elle se retrouve dans tout le travail de Oldenburg. C'est un sachet qui est en train de perdre ses frites. Alors, il va jouer avec des choses gonflables, il va jouer avec des choses en plâtre, il va peindre les sculptures, ce qui est tout à fait quelque chose qui se faisait bien avant, puisqu'on sait que chez les Grecs, il y a des sculptures peintes. Il y a même un truc très distingué que j'ai revu passer il n'y a pas longtemps, les Grecs parfumaient les sculptures. Ça, c'est une bonne idée. Ça serait chouette, ça. Passer à côté d'un bel Apollon dans le musée et dire c'est quoi ton 06 ? Plus drôle, ce serait qu'il nous réponde. Voilà, Oldenburg va fabriquer un faux magasin de nourriture, et donc, en plus de transformer les aliments, il va transformer la façon de les présenter en copiant les petites vitrines qu'on trouve chez McDo ou qu'on trouve dans les magasins de bouffe. Vous voyez, c'est présenté en musée sous cette forme-là. Je vous signale que d'ailleurs, encore aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas été chez McDo, mais il y a aussi des choses comme ça. Et puis dans le quartier chinois, vous avez de la fausse bouffe en plastique qui est extraordinaire, qui est belle d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des fausses salades, des fausses soupes qui sont en vitrine pour donner envie de venir. C'était un métier que j'aurais aimé faire. Voilà, nous avons des choses qui mélangent le goûteux et le repoussant. Oldenburg va ouvrir un restaurant. Voilà, c'est le The Store, dans lequel il y a ces choses. Voilà, il va transformer le rapport au musée en disant je prends un magasin, j'expose dedans mes œuvres et vous venez les acheter pour un petit prix, comme dans un vrai magasin. Quand on voit la joie de monsieur et la tête que ça a, on peut penser que Tim Burton a beaucoup piqué sur ça. Et on pourrait mettre David Lynch avec, parce que... Donc le magasin, c'est le musée de la deuxième partie du XXe siècle. Oldenburg a fait des choses qui ont été très importantes et que vous connaissez, puisqu'il va faire beaucoup d'œuvres d'art public qui sont achetées et qui sont dans la rue. Donc il fait des collages qui sont la bonne façon. C'est mon deuxième petit conseil beauté. Si vous ne savez pas peindre ou dessiner, faites des collages, c'est très marrant. Collectionnez des trucs. Ça va vous donner une excuse pour garder des merdouilles chez vous et que défendre auprès de votre famille que ça peut toujours servir. Voilà, des éléments visuels qui vont se retrouver mis à côté d'autres choses, et ce jeu d'échelle va se retrouver chez Oldenburg très régulièrement, voilà, puisqu'il va réaliser des sculptures énormes qui servent presque de repères urbains et qui sont ce goût pour les objets qui sont amusants en fait, et qui font que les enfants adorent ça, et vous aussi quand vous vous baladez d'ailleurs, parce que notre société est aussi très peu reconnaissable. Vous savez sans doute que depuis cet avènement industriel, on va dire, allez, 1810, on va commencer comme ça, le fait que les matériaux béton, acier, font que tous les meubles Ikea sont les mêmes et que tous les bâtiments sont les mêmes. Donc les artistes vont être aussi une façon de différencier cette société qui est absolument identique partout. Et mettre étonnamment une sorte de touche de poésie par ces petits jeux. Et vous devez connaître la bicyclette ensevelie qui est dans le parc de la Villette. C'est un vélo, le guidon qui est là, et puis l'ensemble qui fait que les enfants peuvent jouer. Donc un art qui est accessible absolument à tout le monde, et qui là aussi est juste fun, mais qui, parce qu'elle est ensevelie, parce qu'elle est à cet endroit-là, pourrait permettre de se poser des petites questions sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, cette bicyclette abandonnée. Je trouve que la force du pop art américain, c'est d'être continuellement en train
questionner ce qui est autour de nous, voilà, les objets de la vie de tous les jours qui nous servent de plaisir ou de désir, puisqu'on a envie d'en avoir d'autres. Et en même temps, il y a toujours un petit bug qui n'est pas pesant, c'est-à-dire vous pouvez vous balader à côté de cette vis qui pendouille sans vous demander qu'est-ce qu'elle fout là. Alors, on est à Stuttgart et t'avais qu'à faire attention à ta glace. Les bics, t'en auras pas deux. Voilà. Un jeu avec notre environnement aussi. Alors ce qui est intéressant, parce qu'on va finir sur une note intellectuelle élaborée, c'est que le travail de Oldenburg, il pose une question, je dis, d'échelle, de taille, d'appétit, de rejet, de jeu avec le musée, et puis de détournement de matériaux, parce qu'en fait, quand tu vois dans le musée, il y en a au Centre Pompidou, quand tu le vois dans le musée, tu sais pas trop en quoi c'est fait. C'est-à-dire tu crois que c'est en plastique mou, puisque nous sommes dans la société du plastique dont nous essayons péniblement de sortir. On n'y arrive pas bien. D'ailleurs, c'est une conséquence beaucoup plus dramatique qu'on ne peut l'imaginer, c'est fun le plastique. Mais enfin, il y en a dans la flotte et dans nos corps, maintenant c'est bon. Voilà, ça c'est en cuir. Donc il y a une sorte de jeu avec l'échelle, un jeu avec ce qu'on bouffe, ce qu'on a envie d'avoir. Voilà, petite assiette de frites, c'est quand même toujours bien pour l'enfant qui dort à peine en vous. Mais en plus d'être grand et de jouer avec la forme, ça joue avec la matière, on ne sait pas tout de suite. Voilà, un interrupteur mou. Voilà, une poche pour la tête molle aussi. Voilà, un tube de peinture qui est écrasé. Donc les objets en plus ont quelque chose qui n'est pas habituel dans la part des objets, c'est que, peut-être vous ne parlez pas souvent aux objets, mais ce qu'on attend d'un objet, c'est qu'il fasse exactement ce qu'on lui dit. C'est pas du tout une blague, c'est que il n'y a qu'à voir le moment où tu t'énerves. Si tu ouvres le truc, ça se ferme pas comme prévu, ou ça sort par l'autre côté, tu vas pouvoir être créatif sur le langage ordurier que même ta mère, elle pourrait pas l'entendre. Parce qu'en fait, on attend de l'objet qui réponde exactement à ce qu'on fait. C'est-à-dire, tu appuies sur le bouton, tu vas t'énerver en appuyant 3 fois parce que tu penses qu'en appuyant plus fort, ça va repartir. Et en fait, non. On attend d'un objet 2 choses. On attend qu'il soit exactement ce qu'il doit être. Ça a l'air bizarre, mais on n'attend pas ça des gens. On attend, d'ailleurs, on vaut mieux pas attendre quoi que ce soit, vaut mieux improviser. C'est-à-dire, il faut qu'il réponde exactement à la commande, et quand un designer l'a bien dessiné, il faut qu'on comprenne sans explication comment s'en saisir et s'en servir. C'est-à-dire, si sur une théière, il y a une ambiguïté entre le bec verseur et la poignée, tu te brûles. Il faut que sans y penser, tu viennes naturellement. Si c'est bien fait, le designer a bien fait son travail, ou l'artisan en amont. Et donc, ce que Oldenburg montre, ce sont des objets qui ne répondent pas vraiment à ce qu'on leur demande. C'est-à-dire qu'ils sont un peu cassés, ou un peu mous, ou un peu en train de s'effriter. C'est un drapeau américain en plâtre mal peint. Donc il ne fait pas que des choses amusantes et bien finies, il fait aussi des canettes de 7-Up un peu cracra. Et il y a à la fois cet appétit-rejet qui va dans le désir de nourriture et de consolation, mais aussi dans des objets qui ne répondent pas à ce qu'on leur demande. Parce que je vous déconseille d'utiliser ces toilettes. D'ailleurs, je pense que vous avez peut-être une moindre culture de films d'horreur de série Z, mais il y a des films d'horreur avec des toilettes qui mangent des gens. Peut-être que tu as eu peur de ça jusqu'à 4 ans, c'est possible. Parce que c'est quand même un peu inquiétant ce truc avec des serpents qui sortent ou des je ne sais pas quoi. Par contre, le principe de Oldenburg, c'est de jouer avec cette impossibilité qu'ont les objets de répondre à ce qu'on leur demande. Ils sont en plastique, ils sont tordus, ils sont mous, ils pendouillent, ou ils sont suspendus. Voilà. C'est-à-dire qu'en plus d'être en plastique, vous voyez, le système d'accrochage fait qu'on comprend qu'il est mou. Et voilà, la prise ne fonctionne pas, la prise est ramollo, parce que le petit passage extrêmement intello après que vous ayez eu Bourdieu, c'est qu'un monsieur assez brillant qui s'appelle Fréchuret a écrit un livre que je vais vous résumer en 2 phrases sur Oldenburg qui s'appelle « Le mou et ses fins ». Pour faire court, le truc mou, c'est pas ce qu'on attend de lui, et surtout pas des objets.
Et des gens non plus. Dans une société où ça doit produire, t'es mou, tu dégages. Tu nous énerves. C'est-à-dire tu ne dois pas être ça. Deuxième chose qui va avec, la sculpture depuis la nuit des temps, il y a un petit sous-entendu dans la phrase, est une forme dressée, dure et qui regarde vers le ciel. C'est pas mou et ça pendouille. D'ailleurs, si c'est mou et ça pendouille, tu tournes les talons et tu dis au revoir monsieur. Directement. Le mou est un questionnement sur l'efficacité. C'est ce que dit Fréchuret et que je raconte d'une façon rigolote de mauvais goût. C'est-à-dire que les objets doivent répondre à la demande qu'on a auprès d'eux, ils doivent être efficaces, ils ne doivent pas du tout être ramollos. Ce que Fréchuret analyse sur Oldenburg, voilà, il dit l'œuvre de Oldenburg se situe dans des perspectives un peu surréalistes, puisque les choses sont un peu... les objets, voilà, le mou n'est pas une catégorie. Voilà, ça va avec Dali, ça va avec les montres molles, voilà, le grand royaume formel du non-rigide, qui requiert autant qu'il sait se montrer généreux. Le mou est pour lui la seule réponse possible face à un monde où l'arrogance se vérifie à chaque instant dans la démesure de l'architecture comme dans le délire démonstratif de la marchandise. C'est dit de façon savante, mais la marchandise, tu achètes, tu sais ce que tu as, tu repars. L'architecture, elle est construite, elle est là pour être efficace comme un moteur, comme quelqu'un qui répond à la commande qu'on lui fait. Ce que dit Fréchuret, c'est que les versions molles de Oldenburg seraient importantes. Voilà, il fait un lien, parce qu'Oldenburg a des origines hollandaises, il fait un lien avec les vanités, avec les objets qui sont regardés et qui nous font réfléchir à ce que ça signifie. Voilà, Oldenburg se différencie nettement de Warhol ou de Rosenquist parce que, membre du pop art américain, ces objets, à l'inverse de ceux peints par Warhol ou Rosenquist, ne sont nullement placés sous le signe de l'équivalence cynique qui veut que tout soit égal. Quand Warhol, je vous disais, montre Marilyn, on ne sait pas s'il l'admire ou s'il se moque, et Elvis est identiquement. Chez Oldenburg, c'est raté. Ça ne marche pas, ça va tomber. C'est la fin. Et donc, vous connaissez sans doute, il est exposé chez Vuitton, ça doit être fini. Un pop artiste américain, ça chauffe Martine, tu peux dire de mettre à chauffer. Voilà, Wesselmann va faire beaucoup de choses qui font penser à des logos, des objets en vrai, voilà, et aussi des peintures mélangées à des reproductions de peintures et à des vrais objets. Tout ça est en vrai et sa peinture est là. Avec une petite fascination pour les tétons, on ne va pas se le cacher, et avec une image de la femme qui est à la fois un objet, comme on l'a vu plein de fois, mais qui est tellement surjoué qu'on ne sait plus trop ce qu'on peut en penser non plus. Voilà. Ça, ce sont des collages, des vrais objets avec des vrais robinets, qui montrent tout ce qu'on peut désirer dans la vie, des peintures intégrées à des installations, puisque je vous disais que ce travail sur les images et sur les objets est une façon de mettre en scène pour les trois, la façon dont c'est exposé, la façon dont c'est encadré, les couleurs qui sont autour sont très importantes. Je vous remercie.